Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Enquête et Débat. Aujourd'hui, je reçois Laurent Pinsol. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais présenter Laurent Pinsol et nous passerons aux questions que je lui ai préparées. Alors, Laurent Pinsol, vous avez 37 ans. Vous êtes délégué national au projet de Debout la République et porte-parole de Debout la République. Vous êtes combien de porte-parole ? Nous sommes deux. Deux ? Et l'autre personne, c'est ? Il y a un délégué, un élu au conseil général en fait, qui s'appelle Jean-Pierre Angelbert et qui est maire de Saint-Prix dans le 95. Très bien, donc c'est le parti de Nicolas Dupont-Aignan pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, mais y en a-t-il ? Alors, vous êtes spécialisé en économie et vous tenez un blog qui s'appelle Gaulliste Libre. Donc vous êtes gaulliste, forcément, et vous êtes également blogueur associé à Marianne et vous intervenez aussi régulièrement sur Causeur. Exactement. Le superbe site d'Elisabeth Lévy. Alors, évidemment, je vous ai demandé votre intervention et merci d'avoir accepté cette invitation au lendemain quasiment de l'intervention du président de la République sur ce qu'on peut appeler très clairement la crise de l'euro. Alors, qu'en avez-vous pensé déjà ? On peut commencer par là. Nicolas Sarkozy, en fait, c'est un grand comédien. C'est un grand, on aurait pu dire comédiante, tragédiante, parce que vraiment, il a raconté n'importe quoi sur cette intervention. Tout d'abord, il a fait mine de sauver la situation du monde entier. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est quand même le 5e plan de sauvetage de la zone euro, puisqu'on a eu un premier plan au printemps 2010, un deuxième à l'automne pour l'Irlande, un 3e au printemps pour le Portugal, un 4e à nouveau pour la Grèce cet été, et là on en a à nouveau un 5e. Donc à chaque fois on nous dit on va sauver l'euro, on va sauver la zone euro, et à chaque fois il faut un plan supplémentaire. Donc là maintenant on peut déjà se dire quand est-ce qu'on aura le 6e plan, est-ce que ça sera d'ici la fin de l'année, ou alors est-ce qu'il faudra en faire un au printemps. Ensuite, il a essayé de faire monter la sauce en fait pour dramatiser la situation en faisant comme si il y avait un risque qu'il n'y ait pas d'accord. Et ça, on pouvait être absolument certain que l'accord était déjà prêt. Et troisième point, où aussi il a vraiment raconté n'importe quoi, c'est sur la relation avec l'Allemagne. Il a fait mine de dire que l'Allemagne et la France avaient marché et avaient conçu ensemble ce plan, alors qu'en fait, c'est une capitulation totale des positions françaises sur les positions allemandes. Il faut savoir qu'il y a ne serait-ce que 10 jours, la France défendait une augmentation du FESF avec une augmentation des garanties données par les États, notamment l'Allemagne et la France. L'Allemagne a refusé. La FESF, rappelez, c'est le Fonds européen de soutien financier. L'Allemagne voulait une restructuration à 50% de la dette grecque, la France, la BCE et la Commission refusaient, c'est encore la position de l'Allemagne qui est passée. Donc à chaque fois, en fait, Nicolas Sarkozy capitule devant les demandes allemandes et au final devient un peu le valet d'Angela Merkel. Alors il a dit à un moment, je ne vais pas tout regarder parce que Sarkozy c'est difficile quand même à regarder, mais je ne suis pas comme ces 12 millions de Français, je n'arrive pas. Par contre à un moment, dans les extraits, j'ai vu qu'il avait dit quelque chose d'intéressant. Est-ce que vous pourriez confirmer ou infirmer le fait que ce ne soit pas les contribuables français qui vont renflouer à l'occasion de ce 5e plan, mais que cette dette qui a été effacée pour les Grecs sera prise en compte par les banques privées ? Ça, alors, pour le coup, c'est vrai, pour une fois. Moi aussi, je ne suis clairement pas partisan de Nicolas Sarkozy, mais en tout cas, à cette occasion-là, il n'y a pas d'effort supplémentaire demandé aux contribuables français. Ça, c'est important, quoi. Ça, c'est juste, pour la simple raison, en fait, qu'il n'y a pas d'augmentation des garanties des États dans le FESF, et deux, que l'effort qui est demandé aux banques privées va être financé par une augmentation des capitaux propres des banques qui va être prise sur leurs bénéfices, et par des augmentations de capital, mais avec recours au marché, et pas recours à l'État, puisqu'en fait aujourd'hui les banques privées françaises ne veulent pas de l'État comme actionnaire, et ont annoncé, et vu les montants en jeu, ça reste parfaitement possible, qu'elles feront appel au marché au lieu de faire appel à l'État. Donc là pour le coup, c'est vrai, néanmoins il faut quand même rappeler une chose, c'est que la France a été engagée à hauteur de 159 milliards d'euros à travers le mécanisme du FESF, donc ce sont quand même des sommes qui sont colossales, et qui pèsent sur chacun de nous, puisque en fait, si la Grèce faisait défaut, demain, les créanciers privés pourraient aller venir chercher l'argent de l'État français du fait des accords qui ont été signés pour le FESF au printemps 2011. Il faut bien qu'on comprenne, c'est un peu comme si à l'état individuel on a une dette,
et qu'on vient saisir notre compte, quoi. Exactement. On le veuille ou pas. En fait, il y a une garantie qui a été donnée, c'est-à-dire que la part de la France est d'environ 110 milliards d'euros. C'est la caution que nous avons donnée, enfin environ 100 milliards. Simplement, cette quote-part, en fait, n'est que théorique. Les créanciers peuvent aller chercher jusqu'à 165% de cette quote-part, puisqu'ils anticipaient en fait le fait que, par exemple, l'Italie pourrait faire défaut, et que dans ce cas-là, il faudrait pouvoir se tourner vers l'Allemagne et la France, qui sont les créditeurs de dernier ressort du fonds européen. Donc du coup, il y a cette garantie qui a été donnée au printemps, et qui nous engage à hauteur de 160 milliards, sachant que le capital qui a été versé par la France est plutôt de l'ordre de 20 milliards. En fait, il y a 20 milliards qui ont été donnés en dur et on a 160 milliards de garantie. Et alors, on parlait un peu avant et vous me disiez qu'il y a un chiffre qui est sorti un peu du chapeau, c'est 1000 milliards. Alors, on jongle avec les milliards, là, évidemment, personne ne sait vraiment trop à quoi ça correspond. Mais là, vous me disiez que ce chiffre n'avait aucune réalité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà quel est ce chiffre et pourquoi on nous balance 1000 milliards à la figure comme ça? Alors, aujourd'hui, le FESF en fait, peut refinancer de l'ordre de 440 milliards d'euros de dette souveraine. Ça, c'est ce qui a été signé au printemps 2011. Le problème, c'est qu'en face, on a une crise en Espagne et en Italie où les taux longs augmentent. Ils sont aujourd'hui à 6% en Italie, 5,5% en Espagne. Et si ces pays-là voient les taux monter trop haut, comme pour le Portugal, l'Irlande ou la Grèce, ils vont avoir besoin de se financer ailleurs, parce que sinon, ils vont être contraints à faire défaut. Le problème, c'est que 440 milliards, de toutes les façons, la moitié a déjà été utilisée pour les précédents plans d'aide aux créanciers du Portugal, de la Grèce et de l'Irlande. Ouais. Or, la dette publique espagnole est de 600 milliards, enfin près de 700 milliards même maintenant. La dette publique italienne est de 1900 milliards, donc clairement le fonds était beaucoup trop petit pour pouvoir aider l'Espagne, enfin les créanciers de l'Espagne et les créanciers de l'Italie. Donc l'idée c'était de dire on va augmenter les moyens du fonds européen de manière à pouvoir refinancer la dette espagnole et la dette italienne s'il y a une tension sur les taux. Simplement, l'idée de la France était de dire on va demander à la BCE de prêter au fonds européen pour lui permettre de racheter de la dette espagnole et de la dette italienne. L'Allemagne a dit non, parce que ça c'est vraiment leur culture. Encore une fois, Nicolas Sarkozy a capitulé. L'autre moyen, c'était de dire, du coup, les États participants au fonds européen vont mettre davantage de garanties pour financer un passage de 440 milliards à, pourquoi pas, 1000 milliards. Mais là encore, Angela Merkel a été très claire, ainsi que le Parlement allemand en début de semaine, et a dit qu'il ne mettrait pas un centime de plus, sachant que l'Allemagne est déjà engagée à hauteur de plus de 200 milliards. Donc aujourd'hui, ils ont annoncé le chiffre de 1000 milliards, mais ce chiffre, ce n'est qu'un objectif. Pour l'instant, en fait, la tuyauterie n'est absolument pas conçue, et on ne sait pas comment ils arriveront à passer de 440 à 1000 milliards. Personne ne sait. Personne ne sait, sachant qu'en plus, il est complètement illusoire de croire qu'on pourra avoir 560 milliards à disposition sans mettre de garantie en plus. Et typiquement, là en ce moment, il y a des négociations avec la Chine. La Chine aurait parlé de mettre 100 milliards, mais les Chinois demandent des garanties, ça c'est logique. Ils ne vont pas prêter 100 milliards sans demander la moindre garantie. Donc aujourd'hui, pour l'instant, ce machin est totalement virtuel, et même Christine Lagarde en fait a fait une déclaration disant que les mécanismes devaient quand même être précisés pour rassurer les marchés. Donc Christine Lagarde qui est maintenant directrice du FMI, mais est-ce que ça veut dire que finalement cet accord est basé sur du vent? En bonne partie. En bonne partie, en effet. Alors, en attendant, il y a quand même des rustines pour continuer à faire fonctionner les marchés obligataires. La Banque Centrale Européenne continue à racheter de la dette espagnole, de la dette italienne. Si on revient à la situation du printemps dernier, la BCE avait racheté environ 70-80 milliards de dettes souveraines. On en est déjà à 170-180 milliards. Parce qu'aujourd'hui, c'est la seule chose qui est possible à faire. Mais alors pourquoi, dans ce cas, les marchés ont-ils si bien réagi? Parce qu'il y a eu des hausses sur toutes les places européennes notamment, et puis j'ai pas suivi aux États-Unis, mais enfin, quand même, c'était dans le vert. Alors comment ça se fait? Alors là, j'avoue que je suis assez surpris parce que c'est pas très cohérent. Il y a plusieurs choses. Je pense que les marchés en fait détestent l'incertitude. Et finalement, je crois que les marchés préféraient se dire on prend 50% sur la dette grecque, sachant qu'ils avaient déjà anticipé 20%, plutôt que de se dire il y a peut-être le risque qu'on se prenne 100%. Et au final, 50%, c'était une perte qui était plutôt dans la partie basse des estimations des banques. Donc au final, les banques sont presque, enfin le système financier est presque rassuré de ne prendre que 50% sur la Grèce. Deux, la BCE rachète petit à petit les dettes. La France est intervenue pour sauver Dexia. Donc il y a le sentiment que quelque part la puissance publique mettra de l'argent si jamais les solutions vont mal.
Et troisième point, je crois aussi qu'il y a un phénomène de rebond. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les marchés sont descendus à 2700 points courant septembre. Ouais. 2700 points, c'est à peine 100 points de plus qu'au pire de la crise des subprimes au printemps 2009. Ouais. Donc en fait, les marchés avaient tellement baissé qu'il y a un moment, il y a un effet rebond, Ouais. parce que tout simplement, les marchés actions en Europe étaient extrêmement sous-évalués par rapport aux marchés actions au Japon ou aux États-Unis. Donc il y a un rebond mécanique du fait que le marché avait tant baissé cet été et au début du mois de septembre. Et alors, vous parlez de Dexia. Est-ce qu'il fallait sauver Dexia? Parce que finalement, et ça, qui l'a sauvé? Est-ce que c'est le contribuable français, là pour le coup? En bonne partie, le contribuable français. C'est-à-dire qu'en fait, l'État met les garanties. Après, ce qui se passe en fait dans ces phénomènes d'aide, la plupart du temps, l'État amène relativement peu d'argent, il s'engage sur des garanties. C'est-à-dire que si les choses allaient mal, l'État pourrait perdre beaucoup. Mais en fait, souvent, ces garanties sont essentiellement virtuelles, parce qu'à partir du moment où il y a ces garanties, souvent, les marchés se rééquilibrent, puisque du coup, le risque devient moins important. C'est un peu un phénomène de poule et d'œuf. C'est quand l'État met sa garantie, du coup, les marchés reprennent confiance, la situation se rééquilibre et on arrive à sauver. Naturellement, il y aura un peu d'argent qui sera mis, mais ça va être essentiellement mis via la caisse des dépôts et consignations. Et Nicolas Sarkozy, en fait, et le gouvernement n'ont pas voulu rajouter d'argent public, étant donné la situation de nos finances publiques et d'augmentation de la dette depuis que Sarkozy est au pouvoir. Mais cette garantie de l'État, est-ce qu'elle ne déresponsabilise pas les banques? Parce qu'on avait un petit débat avant de commencer. Le fait de renflouer une banque, c'est la meilleure garantie qu'elle ne fasse jamais faillite, et donc qu'elle ne prenne jamais ses responsabilités, et donc ça l'incite à aller faire n'importe quoi sur les marchés, non? Alors, je suis complètement d'accord. Et là, en fait, ce qui est assez amusant, c'est qu'un journal comme The Economist avait décrit au moment de la crise de 2008-2009 le système en disant on privatise les profits et on collectivise les pertes. Ouais. Ce qui est un système qui est complètement absurde. Et c'est là que la position de Nicolas Sarkozy est complètement absurde, parce que dans cette interview, il a bien précisé qu'il était contre le Glass-Steagall Act, qui vise justement à découper les activités bancaires de manière à permettre en fait aux banques qui font n'importe quoi de faire faillite. À partir du moment où on découperait, où on aurait plus de lien entre les banques de dépôt et les banques d'affaires, du coup on pourrait laisser des banques d'affaires éventuellement faire faillite. Le problème, c'est qu'à partir du moment où on laisse un lien entre les différentes banques, on ne peut pas laisser les banques d'affaires faire faillite, parce qu'on voit ce qui se passe et ce qui s'est passé avec Lehman Brothers. Du coup, une banque d'affaires fait faillite et tout le système financier tombe. En revanche, si on arrive à séparer vraiment les banques de dépôt et les banques d'affaires, on peut laisser les banques d'affaires tomber, et donc du coup, elles sont davantage responsabilisées. Après, il n'y a pas que ça, il y a aussi un certain nombre de réglementations à faire passer, puisqu'en fait, tout ce qui s'est passé, le mouvement général depuis 30 ou 40 ans, ça a été un relâchement de toutes les normes prudentielles, notamment vis-à-vis des banques, le développement du hors-bilan, beaucoup de fonds qui transitent par des parasites fiscaux et qui donc du coup ne sont pas bien contrôlés. Les parasites fiscaux? Oui, je trouve que ça c'est mon expression à moi. Vous dites pas paradis fiscaux? Ben, pour moi, ce ne sont pas du tout des paradis, enfin, ce sont surtout des sangsues des grands pays qui viennent extraire une partie des profits avec des fiscalités extrêmement agressives et qui donc du coup affaiblissent la collectivité mondiale. Et puis ce sont quand même des endroits où il y a un recyclage d'argent sale extrêmement colossal. Donc, pour moi, ces pays-là sont des parasites fiscaux. Et de manière très intéressante, Nicolas Sarkozy dit qu'il y a une réglementation qui a été faite au sein du G20 pour arrêter l'activité de ces parasites fiscaux. Rien n'a été fait. C'est du pipeau absolu. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait aujourd'hui, pour sortir de la liste des parasites fiscaux de l'OCDE, il suffit de signer pour ces parasites des conventions avec une douzaine d'autres pays, ou une quinzaine, je ne sais plus exactement. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils signent des conventions entre eux. Donc les îles Caïmans signent une convention de transparence avec le Liechtenstein. Et le Liechtenstein va signer une convention avec le Luxembourg. Justement, c'est un peu contradictoire de la part d'un souverainiste, si vous me permettez, parce que le Liechtenstein est un pays souverain. Ils ont même la démocratie directe. Et je reprendrai un terme de Pascal Sana, je sais que vous ne l'aimez pas beaucoup, mais il dit s'il y a des paradis fiscaux, c'est qu'il y a des enfers fiscaux. Et donc il y a des États où il y a trop de fiscalité, et c'est pour ça que ça incite des gens à mettre leur argent ailleurs. Sauf qu'in fine, alors, bon, déjà, moi c'est pour ça que je n'utilise pas cette expression-là et que moi je parle de parasites fiscaux, parce que c'est vrai que quand on dit paradis fiscal et que le paradis fiscal et l'autre, on sous-entend implicitement que les autres pays seraient des enfers fiscaux. Moi, je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je suis d'accord. Alors, je suis souverainiste. Le Liechtenstein fait
ils font ce qu'ils veulent, mais nous, on devrait aussi avoir le droit, d'abord, de ne plus avoir de liberté de mouvement des capitaux avec ces pays-là, et si on veut demain, on peut faire un blocus financier avec tous ces pays qui sont des parasites fiscaux. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un régime où les capitaux circulent de manière totalement libre partout dans le monde, et notamment en Europe, depuis la déréglementation de la directive Lamy de l'or fin des années 80. Et quand on a des parasites fiscaux, évidemment, ce sont des petits pays qui en profitent. Le seul truc, c'est que c'est un système qui n'est absolument pas généralisable. Parce que, évidemment, des petits pays peuvent pratiquer des fiscalités beaucoup plus agressives. Comme il y a une collectivité qui est colossale, du coup, eux s'en tirent. Et certes, les gros pays perdent des recettes fiscales, mais bon, le système n'est pas totalement perturbé. Mais c'est quelque chose qui n'est absolument pas généralisable à l'échelle de la communauté. En plus, ce qui est particulièrement injuste et anormal, c'est qu'on finit par faire payer moins d'impôts aux plus riches par rapport aux moins riches. Et ça, c'est totalement inacceptable de mon point de vue. D'accord. Parce que, est-ce que cette question des parasites ou des paradis fiscaux, c'est pas une question aussi de courage politique? Comme vous le dites, ce sont des très petits pays. Et donc, il suffirait aux gens qui vivent dans le réel, c'est-à-dire Nicolas Dupont-Aignan s'il est élu, Nicolas Sarkozy aujourd'hui, de faire débarquer l'armée sur ces pays-là et de dire bon, maintenant vous arrêtez vos conneries et ça reviendrait dans l'ordre, non? Pourquoi personne ne le fait? Pourquoi personne ne le fait? Le général de Gaulle avait fait un blocus de Monaco dans les années 60. Ça a été fait, en plus. Et il avait justement remis un certain nombre de pratiques douteuses qui avaient été interdites. Donc c'est parfaitement possible. Le seul problème aujourd'hui, c'est qu'on est dans un système où il y a une liberté de circulation des mouvements de capitaux qui bloque toute initiative politique. Ça n'a pas empêché les États-Unis d'aller faire la guerre en Afghanistan ou en Libye. C'est juste, mais... Parce qu'il y avait des intérêts supérieurs, de leur point de vue. Oui, c'est juste. Bon. Est-ce que ça vient pas encore une fois du manque de virilité de cet Occident qui est complètement, à part justement quelques pays comme la Suisse, les États-Unis ou d'autres, même si la Suisse est neutre, mais qui empêche vraiment d'agir dans le réel et pas sur les marchés capitaux? Parce on entend Montebourg qui sort depuis 5 ou 10 ans ces histoires, mais qu'est-ce qu'il ferait lui s'il était président de la République? Rien. C'est-à-dire qu'il n'a aucune virilité pour aller au-devant des choses et changer les choses. Mais pourtant c'est très simple. On remet un contrôle des mouvements de capitaux aux frontières. Parce que c'est réaliste ça. Mais bien sûr que c'est réaliste. Oui, contrôle des capitaux, faites comment? C'est très simple. Enfin, je vais vous donner un exemple tout simple. Dans la crise de 1997 dans les pays asiatiques, à ce moment-là, on était un peu dans la même situation que la Grèce. Des mouvements de capitaux en fait anarchiques. Dans les années 90, le FMI avait imposé à tous les pays, les dragons asiatiques, d'ouvrir leur marché de capitaux. Comme ces pays avaient de fortes croissances, tous les capitaux occidentaux sont partis là pour s'investir, et du coup on fait monter la valeur de la monnaie, ont du coup rendu ces pays-là beaucoup moins compétitifs, et cet afflux de capitaux a créé d'énormes perturbations. À un moment, il y a eu une bulle, la bulle a explosé, et quand la bulle a explosé, tous ces capitaux sont partis, créant d'énormes problèmes, puisque du coup, des problèmes de balance des paiements, à cette époque-là, ces pays ne faisaient pas d'excédents commerciaux aussi importants, et là, il y a eu deux réactions. Il y a des pays qui ont suivi la potion amère du FMI, il y a des pays qui n'ont pas voulu suivre la potion amère du FMI. Il y a notamment le cas de la Malaisie qui est très intéressant, qui a refusé l'aide du FMI, qui a bloqué les mouvements de capitaux. La Malaisie, c'est epsilon au niveau de l'économie mondiale, et qui a beaucoup mieux réussi que les autres, et qui a évité le carnage qu'il y a eu par exemple en Indonésie, où je crois que le PIB a baissé de 15% en 97 ou en 98, ou le même carnage qu'il y a eu par exemple en Corée du Sud. Et il y a tout un tas de pays aujourd'hui qui, au niveau mondial, mettent des restrictions au mouvement de capitaux. La Chine le fait, le Brésil le fait, et met des taxes très importantes sur tous les mouvements de capitaux qui arrivent au Brésil. C'est-à-dire que quand même le Brésil taxe tous les capitaux qui arrivent chez eux. Je crois que c'est une taxe de l'ordre de 5%. Je ne suis pas complètement certain, mais je crois que c'est quand même une taxe significative pour justement éviter que des capitaux purement spéculatifs viennent dans leur pays, parce qu'ils ont vu que tous ces mouvements n'étaient pas bons. Alors après, il faudrait se défaire de l'ordre juridique européen pour pouvoir faire ça. Parce que clairement, tous les traités européens interdisent les restrictions aux mouvements de capitaux, y compris avec l'extérieur de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'ils n'interdisent pas seulement les contraintes au mouvement de capitaux au sein de l'Union européenne, mais également avec l'extérieur de l'Union européenne. Alors, on va revenir sur la crise de l'euro, parce que j'avais une dernière question qui me paraît intéressante, c'est que j'ai entendu un économiste dont je pense que vous êtes proche, qui est Jacques Sapir, dire que c'était le pire compromis qui pouvait être trouvé. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui, et pourquoi est-ce qu'il dit ça en fait? Alors, il dit que c'est le pire compromis qui pourrait être trouvé, parce qu'en fait, là, les États achètent du temps, c'est-à-dire qu'on va continuer à avoir
pas de croissance, des politiques d'austérité totalement imbéciles qui vont continuer à avancer. Et c'est vrai que par rapport à une solution qui consisterait à dire bon, ben, on organise la fin de l'euro, chaque pays revient à des politiques monétaires qui sont adaptées aux réalités nationales, c'est sûr que ce n'est pas une bonne solution. Je n'aurais pas un discours aussi radical que lui néanmoins, parce que pour moi il pouvait y avoir une solution, enfin une issue encore pire, ouais. Dans le sens où on aurait pu aller vers encore plus d'intégration, et finalement on va légèrement dans cette direction, mais uniquement légèrement, parce que l'Allemagne refuse notamment tout fédéralisme budgétaire, refuse l'union de transfert qui est dénoncée par les journaux là-bas. Donc ça aurait sans doute pu être encore pire si on avait vraiment créé un gros budget européen, si on avait fait des euro-obligations. Parce que les euro-obligations, imaginons que les pays reviennent à leur monnaie nationale, ça serait extrêmement compliqué à gérer, parce que qui prend quelle part des euro-obligations européennes. Or là, on ne se retrouve pas avec de telles contraintes. C'est-à-dire que chaque pays conserve ses différentes monnaies, conserve ses différentes obligations et bons du trésor. Le système, en fait, sera plus simple, ne sera pas beaucoup plus compliqué à défaire après l'accord de cette semaine qu'avant. Et en cela, pour moi, ce n'est pas une si grande catastrophe que ça. De toutes les façons, il était évident qu'ils allaient continuer à essayer de faire fonctionner le système. Et dès lors, je préfère une solution qui ne complique pas la sortie de l'euro qui aura lieu dans quelques années. Ouais. Quelques années, vous dites? Parce que certains disent une question de semaines, voire de mois. Moi, je pense que ça sera plutôt dans quelques années, et c'est un débat que j'ai eu avec un certain nombre d'économistes depuis 2 ans. On en discute beaucoup. Moi, je crois que ça va prendre un peu de temps, malheureusement. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, notamment, la Grèce, qui peut être le domino qui va faire s'effondrer en fait tout l'édifice monétaire européen, je crois va mettre un peu de temps à dire on sort de l'euro et on fait comme l'Argentine en 2002, on fait défaut sur notre dette, on dévalue et on relance notre pays. Parce que le problème aujourd'hui de la Grèce, c'est qu'en fait on finance la dette, mais sans permettre à l'économie grecque de redémarrer. Ce dont a besoin l'économie grecque aujourd'hui, c'est d'avoir la croissance, c'est de produire, c'est d'attirer des touristes. Donc du coup, ce pays a besoin de dévaluer parce qu'aujourd'hui, l'euro est beaucoup trop fort pour l'économie grecque. Mais pourquoi il mettrait 2 ou 3 ans pour le faire? Alors pourquoi il va mettre 2 ou 3 ans? Pour moi, il y a 2 choses. Il y a une raison structurelle qui vient du fait que pendant 25 ans, l'Europe pour la Grèce, ça a été la main qui les a nourris, qui les a aidés. Donc du coup, forcément, la Grèce n'a pas envie de tout de suite dire non. Et l'euro, c'est pas forcément l'Union européenne, c'est juste l'euro. Mais assez logiquement, c'est un peu comme l'euro est quand même porté par les institutions européennes. Je crois qu'en fait, les gouvernements grecs et même une partie de la population grecque n'ont pas envie en fait de mordre la main qui les a nourris pendant plusieurs années. Et ça, c'est assez compréhensible. C'est-à-dire que l'Europe n'est porteur que de valeurs très positives. Et même si, bien évidemment, l'Europe, ce n'est pas l'euro, c'est quand même un tout petit peu mélangé dans l'esprit des gens, et donc du coup ils ont du mal à dire non à une Europe qui leur a apporté beaucoup de choses pendant de nombreuses années. Donc ça c'est la première raison. Ça c'est la première raison, c'est une raison structurelle qui fait que du coup depuis 2 ans, la Grèce est capable de s'infliger des programmes d'austérité absolument monstrueux qui provoquent une régression sociale absolument certains étaient nécessaires, dramatique. Non, je pensais pas. Mais ce sera une autre question, mais on pourra en parler un peu plus après. Voilà. Deuxième point. Avec la restructuration de la dette qui a eu lieu la première cet été et à nouveau cet automne, il y a un effort que l'Europe fait faire aux banques. Donc assez logiquement, la Grèce ne va pas tout de suite après dire je fais défaut sur ma dette. Comme en fait il y a une forme de cadeau qui, à mon sens, était normal. Cette restructuration était normale, elle aurait dû avoir lieu beaucoup plus tôt d'ailleurs. Mais à partir du moment où il y a un effort qui est réalisé de la part des banques privées sous la pression des dirigeants européens, assez logiquement, la Grèce va continuer à se conformer aux exigences de l'Europe. Et donc du coup, là, on repart sans doute pour 1, 2, 3 ans. Vous ne pensez pas qu'il y a une accélération des crises? Certes, il y a une accélération des crises, mais simplement, comme il y a eu cet effort des banques, je crois que la Grèce va mettre un peu de temps. C'est le 5e plan, mais en même temps, la sortie de la Grèce de l'euro, on en parlait au printemps 2010, et elle n'a pas eu lieu. Et moi, je me rappelle qu'à l'époque, j'écrivais sur mon blog, je pensais que le supplice de l'euro allait durer, je l'avais écrit comme titre plusieurs fois, et pour l'instant, en tout cas, ça se réalise. Et alors, je reviens à ma question tout à l'heure, je ne pense pas qu'il y ait des bons aspects quand même à cette crise de l'euro, c'est-à-dire les gouvernements qui avaient souvent abusé, notamment les gouvernements du sud de l'Europe, qui avaient souvent abusé de l'assistanat, de surpayer des fonctionnaires pléthoriques, etc. Vous ne pensez pas qu'on revient à un peu de réalité
concrète, c'est-à-dire est-ce qu'il y a besoin d'autant de fonctionnaires que ça? Est-ce qu'il y a besoin d'une politique aussi keynésienne de relance par la consommation et tout? Et est-ce que finalement le marché peut pas mieux faire certaines choses que fait l'État aujourd'hui? Globalement, je ne suis pas d'accord. Ben, je sais, Alors, justement. il y a plusieurs choses. Tout d'abord, il faut distinguer les situations des pays du Sud. Si on prend le cas de l'Espagne, l'Espagne était un pays qui avait un excédent budgétaire en 2007, qui avait une dette publique qui était à 40% du PIB, donc la plus faible de toute la zone euro, et qui aujourd'hui se retrouve dans une crise noire. Donc ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un pays qui a géré de manière extrêmement rigoureuse ses finances publiques pendant des années, et qui aujourd'hui se retrouve dans une grave crise. Ce qui montre justement tous les phénomènes de pervers qu'apporte l'euro. Parce que qu'est-ce qui s'est passé en fait en Espagne? C'est que si on prend le cas espagnol, c'est qu'une politique unique en fait a accentué la surchauffe de l'économie espagnole, alors qu'en fait ça rendait plus difficile la croissance des pays qui en avaient moins. C'est-à-dire quand on impose une politique unique à des pays qui ont des conditions différentes, loin de les faire converger, en fait on les fait diverger. Prendre un petit exemple tout simple, quand on a un taux d'intérêt moyen qui est à 4%, pour un pays comme l'Allemagne, dans les années 2000, 4%, c'était un peu cher et ça avait tendance à ralentir la croissance. En revanche, 4% de taux d'intérêt pour l'Espagne, c'était vraiment pas du tout assez. L'Espagne aurait eu besoin de taux d'intérêt à 6, 7, 8%. Et ça, cela n'aurait été possible que s'il y avait eu des monnaies nationales. Et en fait, l'Espagne n'aurait sans doute pas eu cette énorme crise immobilière et cette bulle financière si elle avait eu la PCN dans les années 2000. Parce que, assez logiquement, elle aurait monté ses taux pour freiner la bulle du crédit. Et donc là, du coup, pour le coup, en tout cas en Espagne, c'est pas du tout la responsabilité de l'Espagne. La responsabilité de la crise en Espagne, elle est 100% à mettre sur l'euro. C'est que avec l'euro, en fait, l'Espagne ne pouvait pas mener une politique de lutte contre la bulle financière et la bulle immobilière. Et vous ne pensez pas qu'il y a un rôle aussi de la Commission européenne qui a déversé des sommes assez importantes sur l'Espagne, comme ça, parce qu'ils devaient rattraper le niveau Non, c'était pas tellement ça, parce que déjà à cette époque-là, les crédits vers l'Espagne dans les années 2000 avaient beaucoup réduit du fait de l'intégration des pays d'Europe de l'Est. Et du coup, l'Espagne était montée dans les hiérarchies européennes et avait beaucoup moins d'aide. Et c'était beaucoup plus tout simplement une bulle de crédit. C'est-à-dire que l'argent n'était pas assez cher par rapport aux conditions économiques de l'Espagne. Il y avait 3-4% de croissance tous les ans, il y avait 3% d'inflation, 3-4% d'inflation. Et quand on a ces données macroéconomiques, on a besoin de taux d'intérêt de la Banque centrale beaucoup plus élevés. Simplement, comme la politique monétaire était décidée pour un ensemble extrêmement hétérogène et où il y avait des parties de cet ensemble, notamment l'Allemagne, qui avait très peu de croissance, on mettait un taux moyen qui en fait ne convenait à personne. Et donc là, clairement pour l'Espagne, ce n'est absolument pas une mauvaise gestion de l'Espagne qui explique la crise dans laquelle elle est aujourd'hui. Donc les socialistes n'y sont pour rien. D'abord, c'était plutôt le PP, enfin il y avait quand même le PP qui était au pouvoir aussi en 2004, partie à l'époque, jusqu'en 2004. Et non, c'est pas spécialement Zapatero. Zapatero n'a pas non plus été quelqu'un qui a eu une politique extrêmement dirigiste ou en tout cas d'un point de vue économique. Mais ils ont régularisé beaucoup de... Oui, mais ça c'est autre chose. Ah bah, disons que c'est un peu lié quand même, mais c'est vrai que c'est autre chose. Je vous l'accorde. Certains disent que c'est même libéral comme mesure. Mais bon, bref. Mais en tout cas, en termes de politique, ce n'est pas quelqu'un qui a recruté énormément de fonctionnaires. Tony Blair a fait beaucoup plus. Tony Blair a beaucoup plus augmenté les dépenses publiques que Zapatero, par exemple. Ah ouais. Bon, ça, je n'ai pas les chiffres en tête. En tout cas, pour vous, ce que je retiens, c'est que vous ne pensez pas qu'en Europe, aujourd'hui, sur notre vieux continent, il y a une politique qui est beaucoup trop en faveur de du socialisme, on va dire, pour résumer. Au global, disons qu'aujourd'hui, le moment n'est absolument pas... Cette crise est quand même beaucoup plus une crise du libéralisme, à mon sens, et du laisser-faire. Et ça, on peut prendre un certain nombre de cas très précis. Premier cas, tout d'abord, le commerce. La libéralisation des échanges, alors il y a deux choses. C'est que, la libéralisation des échanges, quand on commerce avec des pays qui ont des salaires qui sont 20 fois inférieurs aux nôtres, forcément est totalement déloyal. Ça, c'est la mondialisation. Et provoque, exactement. Mais ça, c'est quand même porté par les instances européennes. Il faut savoir que l'Europe est la partie du monde la plus offerte au commerce international, puisqu'aux États-Unis, il y a quand même plus de protection que chez nous. On peut prendre le cas des pneus, par exemple. La Chine a décidé de développer son industrie du pneu. Les États-Unis ont fermé leurs frontières, l'Europe laisse venir les pneus chinois en Europe parce qu'il y a un dogmatisme vis-à-vis du libre-échange qui est terrifiant à Bruxelles. C'est vrai que les États-Unis ont tendance à exporter le libéralisme, mais chez eux, il y a beaucoup de libéralisme en politique intérieure, mais quand même ils ont des droits de douane, des normes
qu'ils imposent et qui limitent énormément les possibilités d'importation notamment. Et cette compétition est mortifère. Quand j'entends parler de compétitivité aujourd'hui, même si sur certains points, par exemple, je crois qu'il faudrait baisser par exemple le coût du travail, mais néanmoins, cette compétition est totalement mortifère. Comment être en compétition avec des pays comme le Bangladesh où le salaire minimum est à 30 € par mois? Forcément, les emplois vont partir. Le déficit commercial d'ailleurs de la France a explosé. Il faut savoir qu'il y a 10 ans, notre commerce était équilibré. Cette année, on va faire 70 milliards de déficit. Et tout ce déficit, en fait, ce sont des emplois en moins, c'est de la création de richesse en moins. On sera d'accord là-dessus. Et c'est une Mais après, calamité économique. C'est plus sur les causes. Gouverner, c'est prévoir. Donc la mondialisation, ça date pas d'hier. On la voit venir depuis déjà Perfit qui parlait de la Chine qui allait s'éveiller, etc. Ça, c'était dans les années 60. Bon. Avec la démographie, c'est une des choses qui était la plus prévue. Et pourtant, qu'ont fait nos dirigeants, après De Gaulle, j'entends, parce que lui, justement, avait fait un certain nombre de choses, rien. Ils ont laissé les choses se passer toutes seules et les choses avancent. C'est-à-dire que même si on reste... Or, là, ce que vous me décrivez, qui est tout à fait juste, d'être en concurrence directe avec le Bangladesh, c'est aussi parce qu'on n'a pas su se remettre en question pour anticiper cette situation et donc développer des métiers de service, notamment parce qu'on a énormément d'avance sur ces gens-là, sur certains plans, mais on reste sur le même plan qu'eux, c'est-à-dire l'industrie. Bon. Alors, je sais que vous êtes pour que l'industrie, y compris, je ne sais pas, si vous êtes pour que les mines, par exemple, il y a encore des mines en France. Pourquoi pas? Ah bon? Moi, par exemple, c'est inhumain. Enfin. Mais moi, je peux donner. Après, peut-être qu'on peut arriver à faire à créer des conditions de travail naturellement, en essayant de créer des conditions de travail qui soient humaines et adaptées à un certain. Dans les mines, je ne sais pas comment on peut faire. Ça, je ne sais pas. Non, je ne vais pas rentrer dans ce débat parce que je ne sais pas. On parlait des caissiers tout à l'heure. Mais par exemple, prenons même ne serait-ce que l'industrie du jouet ou par exemple une partie de l'industrie électronique comme les téléphones portables ou les iPads. Aujourd'hui, tout le monde se dit, le jouet, c'est parti en Chine, tous les téléphones et les ordinateurs vont être fabriqués en Chine, il n'y a personne qui remet ça en question. Pourtant, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a l'exemple de l'Argentine et du Brésil qui ont dit non, nous, on ne veut pas être dépendant à 90 ou 95% dans notre pays, parce que ce n'est pas sain. Le jour où ce pays dit je ferme les frontières, après, on se retrouve complètement dépendant, et ce n'est pas sain d'un point de vue économique d'être aussi dépendant. Et très récemment, l'Argentine vient d'imposer aux fabricants du BlackBerry de monter une usine d'assemblage en Argentine, de manière à justement réduire leur dépendance vis-à-vis des importations. Le Brésil a mis en place un système fiscal qui en fait pénalise les importations de tablettes fabriquées en Asie. Donc du coup, les tablettes fabriquées au Brésil coûtent 30% moins cher que quand elles sont produites en Asie. Du coup, Foxconn, le fabricant d'Apple, va ouvrir une usine d'assemblage au Brésil. Ça veut dire que demain, ça, on pourrait parfaitement le faire en Europe, si on voulait. Pour bien comprendre, elle coûte 30% moins cher parce qu'on a mis une taxe sur les autres. Évidemment, c'est parce qu'il y a des pratiques protectionnistes. Voilà, donc elles sont plus chères en fait. Puisque le consommateur final, lui, il pourrait payer le prix de l'importation qui serait inférieur au prix local, forcément. Oui, mais je préfère avoir des gens qui ont un emploi et qui achètent des produits peut-être un peu plus chers, mais qui du coup quand même gagnent mieux leur vie, et qui ont un emploi et qui ont la dignité justement d'avoir un emploi, plutôt que des chômeurs qui achètent des produits moins chers. Et ça, c'est une logique, je trouve, qui est délétère. Et de manière très intéressante, le prix Nobel d'économie, le seul prix Nobel d'économie qu'on a eu en France, Maurice Allais, était justement partisan de cette forme d'indépendance commerciale. Et c'était quelqu'un qui était un libéral quand même, d'inspiration. Au début. Mais qui disait, par exemple, sur les secteurs clés économiques, à la limite, ouvrons nos marchés à 20%. Et on vend 20% de quotas d'importation et on se garde 80% de production locale. Et ces 20%, c'est un moyen d'apporter de la compétition dans le pays, mais néanmoins, on ne devient pas totalement dépendant d'autres pays. Parce que qu'est-ce qui se passe en fait quand on laisse faire le marché sans la moindre réglementation? On finit par aboutir à une très forte concentration. Parce qu'assez logiquement, le plus gros a quand même des avantages, il y a souvent des atouts d'économie d'échelle, ce qui fait qu'aujourd'hui la Chine arrive à produire plus de 90% dans un certain nombre de secteurs économiques. Et ça, c'est pas simple, parce que demain, si la Chine se retrouve à la tête des deux industriels qui font des télés, demain, après, qu'est-ce qu'ils pourront faire? Pendant 10 ans, ils pourront augmenter les prix de 5%, et personne ne pourra rien dire. Et je pense que cette logique-là n'est pas saine même vis-à-vis du consommateur. Il n'y a qu'un bénéfice à court terme, et encore le bénéfice à court terme est totalement détruit par le fait qu'on détruit des emplois, et même à moyen long terme, ça finit en augmentation de prix, et surtout en dépendance. Et accessoirement, même si on réfléchit d'un point de vue de la planète,
c'est pas forcément écologiquement très intelligent de faire 4 tours à la planète, pour tous les produits qu'on achète. L'autre solution, ça serait de ne plus regarder la télé. Bon. Évidemment. Mais pour reprendre cet exemple, ça serait de faire baisser la consommation, en tout cas de réorienter des gens vers la consommation choisie. Parce qu'aujourd'hui, il y a une consommation subie. Et c'est là où on en arrive à la question que je voulais vous poser, peut-être la plus intéressante, c'est quelle stratégie aujourd'hui Debout la République a pour la France, en termes économiques, mais social, puisque ça englobe un peu tout. C'est-à-dire, quelle est votre vision pour la France? Moi, j'ai interviewé donc Nicolas Dupont-Aignan, qui a été très, très général, j'ai trouvé, mais il m'a manqué une vision. Ce qu'on attend d'un chef d'État, ou celui qui prétend le devenir, c'est quelle est la vision Kennedy, dans 10 ans, on sera sur la Lune. Bon, quelle qu'elle soit, mais j'ai l'impression que parmi tous nos dirigeants aujourd'hui, il n'y a aucune vision. Aucun n'a une vision de ce qu'il voudrait ou pas. Donc, vous, est-ce que vous conseillez Nicolas Dupont-Aignan sur une vision en particulier, et si oui, quelle est-elle? Bon, je pense que Nicolas a une vision quand même très claire de la direction qu'il veut faire prendre au pays. Bon, malheureusement, c'est peut-être pas bien passé ce jour-là, mais bon. Non, c'est très bien passé, mais quelle est cette vision alors? Cette vision-là, moi, je pense qu'il y a deux grandes choses. Il y a l'articulation en fait entre la souveraineté nationale et la globalisation. Aujourd'hui, en fait, on est dans un mouvement de globalisation, de mondialisation, et ce mouvement-là, en fait, va contre l'intérêt général. Parce que la démocratie et justement la souveraineté nationale, la nation, c'est le moyen pour les peuples d'agir sur leur destin collectif. C'est ça en fait la démocratie. La nation, c'est une culture commune, c'est une solidarité commune, et c'est aussi le moyen d'agir sur son destin. Et qu'est-ce qui se passe avec la globalisation? C'est qu'en fait, quelque part, on retire au peuple la capacité d'agir sur leur destin. Puisqu'à partir du moment où les décisions sont prises d'un point de vue global, comme naturellement, voilà, il est impossible d'avoir une démocratie mondiale, ça n'a pas de sens. Déjà qu'on l'a pas en France. Déjà qu'elle est imparfaite en France, bien évidemment. Du coup, ce que nous on réclame, c'est un retour à la nation. Parce que c'est à l'échelle de la nation, c'est quelque chose d'important. C'est un moyen, ça, c'est pas une fin. C'est un moyen... Pour aller où? Non, c'est aussi une philosophie. C'est aussi dire aux gens, mais maintenant vous pourrez décider. C'est déjà ça. Et oui, mais c'est la première brique. C'est-à-dire que si on ne fait pas ça, après le reste, c'est pas possible. Et c'est aussi quand même une fin en soi, parce que c'est aussi une fin en soi que de vouloir justement repermettre au peuple français quand il vote lors des élections, à élire des gens qui pourront choisir vraiment la direction. D'accord là-dessus. Mais encore une fois, ça ne me dit pas où vous voulez aller. Alors du coup, ça veut dire remettre... Alors, juste, je vais continuer encore un petit peu là-dessus, parce que quand même, le moyen est important. Ça veut dire remettre des frontières. C'est-à-dire qu'on a libéralisé les mouvements de capitaux, on a libéralisé les mouvements de biens et de personnes. Tout ça, on remet des frontières. Ce qui ne va pas effacer la mondialisation pour autant, de toute façon. Ça ne va pas effacer la mondialisation, mais ça voudra dire que la France, en fait, pourra agir à sa guise et mener une politique indépendante et en fonction de sa conception de la République et du vivre commun. Et nous, après, ce qu'on veut faire d'un point de vue du vivre commun, il y a deux choses. C'est au niveau de l'économie, remettre l'économie au service de la personne et de l'homme. J'ai l'impression que je sais que ça va faire très langage un peu... tout le monde le dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça va vouloir dire déjà redonner du boulot à tout le monde. Oui, ça tout le monde le dit aussi. Par contre, sur les moyens, je pense qu'on ne sera pas d'accord. Sur les moyens... Non, moi je ne vous demande pas d'être d'accord avec moi. Je veux, en tant que citoyen français, et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, on veut une vision claire, c'est-à-dire une stratégie à court, moyen et long terme. Voilà, on peut poser la question comme ça, ce sera peut-être plus simple pour vous de nous expliquer. Ce qu'on veut, si on doit résumer en 3 points, moi je dirais 3 choses. 1, revenir donc à la souveraineté nationale, parce que c'est le moyen pour le peuple de choisir son destin. 2, remettre l'économie au service de l'homme et pas l'inverse, parce que quand même depuis 20 ans ce qu'on a c'est les hommes au service de l'économie, et c'est des adaptations en permanence, la compétitivité. La compétitivité, c'est mettre l'homme au service de l'économie. Ça, je trouve que c'est une monstruosité. Je peux faire une petite parenthèse là-dessus, parce que d'après ce que j'ai compris, vous préférez quelqu'un qui est au travail plutôt qu'au chômage. Donc il vaut mieux aujourd'hui se faire exploiter, par exemple, à toucher un salaire de misère, que d'être au chômage, et donc d'avoir un salaire qui tombe tous les mois sans rien faire. Bien sûr que non. Donc c'est quoi alors pour vous Bien sûr que non, il faut juste recréer les conditions pour qu'il y ait plus d'emplois en France. Alors, recréer les conditions... Comment on crée l'emploi en France?
Comment on recrée Vous avez été créateur d'entreprise. C'est juste. Vous savez mieux que personne que ce sont les créateurs d'entreprises, et notamment de petites entreprises qui les créent. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que même l'UMP s'en contrefout de ça, enfin, à part l'auto-entrepreneuriat. Mais tout de suite, là, ils ont pu contourner ce fameux code du travail qui est absolument soviétique, enfin, selon moi, qui suit aussi les chefs d'entreprise. Qui va prendre la responsabilité en France de le dire, ça, et d'avoir contre lui tout le monde? Parce qu'il faut bien quand même que quelqu'un prêche dans le désert pour sa cause. C'est un ensemble. C'est un ensemble. Un, je vais vous dire, il y a la monnaie. Deux, il y a le commerce. Trois, il y a remettre la finance à sa place, parce qu'aujourd'hui, la finance vit comme une sangsue sur l'économie réelle, et notamment les banques. Et quatre, après, diminuer le coût du travail et faciliter justement le travail des entrepreneurs, parce que la création ça, je suis complètement d'accord. Les créations d'emplois aujourd'hui, ce sont clairement les petites entreprises. Et 5, j'en rajouterai un quand même, la politique industrielle. Parce que là, il faut une politique de long terme qui nous permettra de développer les Airbus de demain, les TGV de demain, toute la politique en fait que le général de Gaulle et Pompidou ensuite ont menée et qui aujourd'hui encore sont les plus gros succès de la France. Alors, TGV, c'était un peu après de Gaulle, heureusement d'ailleurs, parce que c'est une catastrophe selon moi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a exporté nulle part. Parce qu'il faut que le terrain soit... On l'a exporté en Corée du Sud. Ça a été arrêté, le projet a été arrêté. Et d'autant plus que c'est venu... Bon, nous, on avait un peu creusé ce sujet-là. C'est la SNCF, en fait, qui a écrasé complètement de tout son poids, parce que justement, le général de Gaulle voulait favoriser un autre projet qui s'appelait l'aérotrain, qui était là, exportable dans le monde entier, et que des pays comme la Suède et d'autres nous avaient déjà acheté. Je ne sais pas si vous connaissez même ce projet. C'était en fait un train sur coussin d'air. Et dans les années 60, écoutez bien, vous aviez déjà des tests à 400 km/h et plus. Dans les années 60. Donc on avait 40 ans d'avance. Maintenant, on a 40 ans de retard, parce que la SNCF, voyant cela, et que c'était en dehors de leur contrôle, ont développé le TGV. C'était pas du tout prévu, mais ils voulaient contrer l'aérotrain. Ils ont fait pression sur De Gaulle, mais De Gaulle a pas subi la pression. Par contre, c'est Pompidou et surtout Giscard qui s'est couché. Et en 1974, Giscard a signé le truc pour fermer l'aérotrain. Je ne connaissais pas cette histoire. Mais c'est très important parce que ça en dit long sur les politiques industrielles et le rôle du poids de l'État et des communistes. Il faut l'appeler comme ça, parce que la SNCF, c'est un bastion communiste qui voulait surtout pas que l'aérotrain se développe et que la France se développe avec elle. Mais c'est fondamental, parce qu'aujourd'hui, si on avait fait l'aérotrain, on aurait certainement des aérotrains dans le monde entier, et la France serait à un autre niveau qu'aujourd'hui, où il n'y a pas de TGV. Le peu d'exemples... Il y a quand même quelques pays qui l'ont acheté. Renseignez-vous, tous les projets ont échoué, pour une simple raison, c'est que contrairement à l'aérotrain qui consiste à construire des piliers de béton, et donc où on peut, sans exproprier les gens, on suit juste des piliers sans virer toute la nature. Là, il faut mettre des rails, et donc il faut que le niveau soit plat. Donc quand vous n'avez pas de niveau plat, c'est très rare les pays où le niveau est plat, donc il faut renforcer le niveau, et ça coûte des fortunes. En France, c'est pas partout on peut construire des TGV. Mais c'est un pays relativement plat. Voilà, je ferme la parenthèse et je vous laisse développer sur la stratégie. Il y a les 5 points. Donc, il y a la monnaie, le commerce, la finance, baisser le coût du travail, en fait, favoriser aussi le Comment travail. vous baissez le coût du travail, par exemple, il faut radicalement changer le mode de financement de la sécurité sociale. Aujourd'hui, ce qui est complètement aberrant avec notre système actuel, c'est que quand on achète un produit chinois, on achète le modèle social chinois. Et sur ces importations-là, il n'y a pas de paiement de charges, de cotisations sociales. Alors que quand on essaie d'exporter en Chine, par contre, il y a nos cotisations sociales qui rendent les produits moins compétitifs. Donc là, ça peut être une forme de TVA anti-délocalisation, de cotisation sociale sur la valeur ajoutée. Ça a été appelé TVA sociale, mais c'est souvent assez mal compris. Mais sur le fond, l'idée de TVA sociale est extrêmement positive. Naturellement, elle doit être faite de manière à ne pas pénaliser les ménages les plus modestes. Mais néanmoins, il ne faut pas oublier une chose, c'est que les cotisations sociales aujourd'hui sont dégressives. Que donc du coup, même si la TVA est aussi un impôt dégressif, on substituerait une imposition dégressive par une autre imposition dégressive, et en faisant quelques ajustements fiscaux, on pourrait le faire de manière à ce que ce ne soit pas injuste pour les ménages les plus modestes. Mais est-ce que DLR, par exemple, est pour la baisse des charges sur les entreprises? On oui, disait là, oui, d'accord. Clairement. Parce qu'aujourd'hui, quand vous versez 100 à un salarié, vous versez 65 à l'État. Nicolas Dupont-Aignan parle très souvent, et il en parle notamment pour les petites et les moyennes entreprises, parce que c'est essentiel pour pouvoir créer de l'emploi, et ça fait partie vraiment de nos axes prioritaires.
il est complètement absurde de se dire qu'on fait payer aujourd'hui. On a un manque d'emploi dans ce pays. Le premier, enfin le cancer de l'économie, enfin c'est même pas que de l'économie, le cancer de la France, c'est le chômage. On a un chômage de masse depuis 30 ans et on fait reposer tout l'ensemble de notre système de protection sociale sur l'emploi en renchérissant considérablement son coût. Donner le chiffre de 65%, oui, c'est dans ces eaux-là, ça renchérit le coût de 65%. Pour les petites entreprises. Si on arrivait à changer radicalement le mode de financement et à baisser radicalement le coût du travail, naturellement, il y aurait beaucoup plus d'emplois qui pourraient se créer et on aurait un système qui serait beaucoup plus équilibré. Il faut absolument que les produits importés aussi contribuent au système de protection sociale, sinon on se tire dans le pied. On pénalise nos exportations, on favorise les importations. Et in fine, on a de moins en moins d'emplois parce que l'emploi est très cher. Et comme on a de moins en moins d'emplois, on augmente les cotisations sociales. Comme on augmente les cotisations sociales, on a de moins en moins d'emplois. On est dans un cercle vicieux et ça, il faut le casser. Comment vous encouragez à la création d'emplois? Parce que aujourd'hui, ce sont les créateurs d'entreprises qui créent de l'emploi et les petites et moyennes entreprises. Or, contrairement à l'Allemagne, on a beaucoup moins de grosses PME. Donc comment vous faites, et sachant que les grosses PME sont au départ des petites PME, forcément, toutes les entreprises évoluent. Mais on a un taux de mort des petites entreprises chez nous qui est affolant. Donc ça ne vient pas de nulle part. C'est-à-dire qu'il y a une politique de l'État qui est complètement anti-emploi. Donc là, est-ce que Nicolas Dupont-Aignan peut tenir ce discours qu'il y a trop d'État à ce niveau-là? Il dit fréquemment, enfin, si vous avez écouté ce qu'il dit depuis 6 mois, il insiste beaucoup justement sur cet aspect de baisse des charges sur les petites et les moyennes entreprises. Ce qu'on voit par exemple aussi sur l'impôt sur les sociétés, aujourd'hui les sociétés du CAC 40 paient beaucoup moins cher que les PME. Certaines ne paient aucun impôt. Voilà, ce qui est totalement injuste. Et donc tout ça, naturellement, il faut le réviser drastiquement pour permettre l'emploi. Permettre aussi le développement de l'emploi, ça passera aussi par une monnaie qui aura un cours normal et qui ne sera pas une monnaie chère, parce que évidemment nos PME ne peuvent pas exporter. Mais là on revient au discours de... Ça on a bien compris. Mais c'est... Encore j'en ai pas tellement parlé d'euros, mais c'est quand même un aspect important de ne pas avoir une monnaie trop chère, parce que forcément ça provoque des délocalisations massives, et on l'a vu notamment pour les équipementiers automobiles, qui ont tous délocalisé ailleurs, puisque en fait les grands groupes aujourd'hui s'approvisionnent essentiellement en Europe de l'Est, quand ils ont gardé des usines d'assemblage en France, sachant qu'ils ont réduit la production de 40% depuis 6 ans. Mais là aussi, c'est là où moi j'ai du mal à comprendre quand même des gens, vous êtes humaniste, et vous dites remettre l'économie au service de l'homme. Mais vous connaissez très bien la condition des gens qui travaillent pour les constructeurs automobiles. Ce sont des esclaves. Et c'est pour ça qu'on les remplace de plus en plus par des robots. Donc l'homme n'a pas vocation à être un robot. Donc pourquoi est-ce que vous voulez absolument garder ces emplois de merde, si vous me permettez l'expression? C'est-à-dire que caissier, c'est un autre emploi, vous faites ça toute la journée. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un effort de formation qui serait fait sur des gens pour qu'ils sortent, justement? Si d'autres le font mieux que nous, moins cher, mais tant mieux. Par contre, nous, on a peut-être autre chose à apporter que des boulots de merde. Et puis ça tirerait un peu tout le monde vers le haut, non? Alors, je suis... À long terme, et idéalement, évidemment, on a envie que tout le monde ait l'emploi le plus qualifié, le plus épanouissant possible. Voilà. Ça, je suis d'accord. Néanmoins, aujourd'hui, on a une urgence, c'est qu'il y a en réalité 15% de Français qui sont au chômage, et depuis 30 ans, on a plus de 10% de la population qui n'a pas d'emploi. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas de stratégie à long terme, justement. Depuis 40 ans. Une stratégie à long terme, ça ne va pas créer des emplois tout de suite. Mais De Gaulle avait une stratégie à long terme, mais ça a créé des emplois relativement rapidement. Airbus, sur les gros projets. Ça a mis du temps. Ariane, ça a aussi mis du temps. Avec Rueff, ils avaient une politique monétaire aussi. Vous êtes, oui, je suis d'accord. Pour le coup, il avait dévalué le franc dès qu'il était arrivé en 1958. Donc ça, vous êtes sur les bases de Rueff. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'urgence à très court terme, c'est justement d'avoir plus d'emplois. La première urgence, je pense que les gens préfèrent avoir un emploi, même s'il n'est pas parfaitement épanouissant, puis après il peut y avoir un cadre qui permet qu'il soit aussi plus épanouissant, et après on essaiera d'améliorer la qualité. Mais aujourd'hui, se lancer dans une course à la qualité, alors qu'il y a 15% de gens qui sont au chômage, et laisser filer les emplois, ça veut dire que demain on aura peut-être 20 ou 25% de la population qui sera au chômage, comme on l'a aujourd'hui en Espagne, et c'est pas une solution, parce qu'on n'arrivera à rien construire là-dessus. Le problème, c'est que pour que l'État ait les moyens, justement, et les moyens d'investir sur l'avenir, il faut quelque part que les budgets soient... Enfin, il faut de l'argent.
Et cet argent-là va être créé aussi parce qu'il y a un certain plein d'emploi et qu'on a rééquilibré le marché du travail en France. Donc la priorité pour moi aujourd'hui, c'est justement un maximum d'emplois et donc quitte à rapatrier un certain nombre d'activités comme par exemple l'électronique, comme le fait aujourd'hui le continent d'Amérique du Sud en France, recréer de l'emploi, ça va donner une bouffée d'air, ça donnera aussi les moyens de financer l'ensemble de ces projets d'avenir qu'il faut mener. Et ça passe par des pôles de compétitivité, des clusters, des pépinières d'entreprises qui sont adossées à des universités, tout un tas de choses sur lesquelles il faut accélérer. Ça a été tenté par le gouvernement depuis 4 ou 5 ans. Je ne sais pas quel fruit ça a donné, parce que apparemment aucun. Mais il n'y a pas assez de moyens. Le problème, c'est que comme on est dans une logique où il y a des manques de moyens, ça ne marche pas. Et c'est pour ça qu'il faut d'abord de l'emploi, mais il faut d'abord de l'emploi ne serait-ce que pour l'homme, parce que la dignité d'un homme, c'est aussi de pouvoir avoir du travail et de pouvoir s'insérer dans la société. Et c'est pour ça que ça doit être la priorité absolue, quitte à avoir un certain nombre de politiques un peu dirigistes pour éviter justement des mécanisations à outrance qui finissent par envoyer un 6e de la population au chômage. Et dans certains quartiers, il faut quand même voir que 40% des jeunes hommes dans les quartiers sont au chômage. Et ça, c'est totalement inacceptable. Enfin, quelle vision de l'avenir, quelle construction de la société peut-on imaginer quand autant de jeunes sont au chômage? En même temps, si tous ces jeunes-là faisaient les 3-8, je suis pas sûr que ce soit une meilleure situation mentale, en tout cas pour eux, parce qu'au moins en chômage, on a le temps de réfléchir, de se poser et de regarder sa vie, et peut-être de créer une entreprise. Alors ça, la création d'entreprise, est-ce qu'on peut en dire 2 mots? Parce que pour moi, c'est le cœur, mais j'entends personne en parler un peu de temps en temps, l'UMP, et encore, ils ont viré le ministre qui en avait le plus fait à ce niveau-là, qui avait créé l'auto-entrepreneuriat, son nom m'échappe à l'instant, Novelli. Hervé Novelli. Il s'est fait virer comme un malpropre, alors que c'est lui qui a peut-être créé le plus d'emplois en France ces 5 dernières années. Donc ça, c'est quand même en contournant, encore une fois, le Code du travail. Donc est-ce que vous êtes, par exemple, pour l'assouplissement du Code du travail qui permet de virer plus facilement, donc d'embaucher plus facilement aussi? Ça, c'est un modèle classique libéral, mais en même temps, il a fait ses preuves. Pour l'instant, non. Il y a trop de chômage. Je pense qu'aujourd'hui, c'est... Pourquoi? Est-ce que c'est pas à cause de ça qu'il y a trop de chômage? Non. Pourquoi il y a trop de chômage? C'est beaucoup plus parce qu'on a un euro qui est surévalué de 30 ou 40%, donc du coup, les grandes entreprises vont ailleurs, qu'on a un commerce, le continent européen est totalement offert à la concurrence mondiale, alors que tous les autres pays se protègent. La Corée du Sud, par exemple, est un pays où plus de 95% des véhicules vendus sont des véhicules fabriqués en Corée du Sud. Et pourtant, ce pays est entre le Japon et la Chine. Simplement, ils ont mis un certain nombre de barrières. Et donc du coup, ils ont un certain équilibre et du coup, ils ont moins de chômage. Et je pense que la priorité aujourd'hui, c'est simplement agir pour créer de l'emploi. Aujourd'hui... Justement, de toute façon, on est d'accord là-dessus, mais comment? Je vous ai dit, la monnaie, le commerce, l'abaissement des charges, une politique industrielle qui, elle, va donner ses fruits petit à petit pour le long terme. Pourquoi mettre l'industrie avant les services? Parce que quand même, on est passé très clairement d'une industrie agricole à une industrie, de l'industrie et maintenant de services. Voire au-delà, avec Internet, là, il y a un nouveau continent qui est apparu. Oui. On en est absent. Nous ne sommes pas passés d'une économie d'industrie à une économie de services au niveau mondial. Justement, c'est là où on a de l'avance. Donc pourquoi on voit qu'elle avance 15% de chômeurs, des salaires, des classes populaires. Des services, je veux dire. D'abord, les services, ça s'exporte moins quand même que l'industrie. Donc ça, c'est plus intéressant. Mais non, mais de les avoir pour soi. Oui, mais sauf que si on abandonne l'industrie, du coup, structurellement, on a un déficit commercial. Et comment on le finance, ce déficit commercial? Parce que justement l'industrie de services génère déjà des gains de productivité beaucoup plus importants et des marges aussi beaucoup plus importantes. Alors ça c'est faux, justement l'industrie a tendance à avoir des gains de productivité plus importants que les services. Jusqu'à ce que le gars du Bangladesh vous le fasse sauf si on met des écluses douanières entre les pays qui protègent ces emplois, et c'est ce qu'on doit faire. Mais quand les emplois sont partis sur les services et l'industrie, je ne suis pas du tout d'accord. On n'est pas du tout. On est passé. Il y a un mythe de cette société post-industrielle, mais c'est parce qu'on a abandonné l'industrie en ouvrant les frontières à tout va. C'est tout. Évidemment, on a de moins en moins d'industrie en France et en Europe. C'est logique. On a ouvert nos frontières. Est-ce que c'est un mal? Bien sûr. Ce qui est un mal, c'est le chômage, mais c'est pas de plus avoir d'industrie, parce que les emplois, encore une fois, les emplois industriels sont des emplois sous-qualifiés.
Pas Pour forcément. la plupart. Non, pas forcément. La majorité. Non, ben justement, un emploi de caissier, je suis désolé, Bah, c'est beaucoup c'est moins sous-qualifié. qualifié. Ouais. Ben, c'est sous-qualifié par rapport à un emploi dans l'industrie. Je suis désolé, mais un ouvrier spécialisé va Là, bien c'est pas plus gagner. l'emploi de caissier dans l'industrie, mais moi si. Enfin, pour moi, c'est Ah mais non, ça c'est pas. c'est pas un emploi de service. Enfin, ouais. Bah si, c'est du service, c'est pas de l'industrie ça. Là, Non, d'accord. et puis Parce que- accessoirement, ça ne produit pas quelque chose qui peut s'exporter, tandis que l'industrie, ça peut s'exporter. Ouais. Le job d'ouvrier spécialisé ou de contremaître, ou même, enfin, il y a aussi des jobs d'encadrement dans les usines, en plus, ont un rayonnement global sur l'économie, parce que ce qu'on oublie, c'est l'effet multiplicateur. C'est-à-dire que quand on crée un emploi industriel, après, ça va créer tout un tas d'emplois avec les services qui vont être donnés à ces entreprises. Et ça, on l'oublie. C'est-à-dire que quand on détruit, il y a un certain nombre d'économistes qui ont fait des études et qui estiment que pour chaque emploi industriel créé ou détruit, il y a 3 ou 4 emplois de plus qui sont créés ou détruits. Et donc, le million d'emplois industriels qui ont été détruits depuis plus de 10 ans en France, ça veut dire qu'on a perdu sans doute au moins 3 millions d'emplois. Sachant qu'on a aujourd'hui pas loin de 5 millions de chômeurs en France. Alors, peut-être sortons un peu de cette configuration pour rentrer sur une autre qui me paraît intéressante, c'est l'aspect moral. Là, je reviens à la vision politique, puisque vous avez un candidat qui se présente à la présidentielle, il doit donner une vision au pays à court, moyen et long terme. Aujourd'hui, quand on demande aux jeunes français ce qu'ils veulent devenir, la plupart répondent fonctionnaires. Est-ce que là, il n'y a pas un problème de fond quand même? Comment vous l'analysez, ça? Parce que ça, c'est su de tous, hein, je ne révélerai à personne. Donc, vous le savez. Comment est-ce que vous vous en réjouissez, ou au contraire, c'est une catastrophe, ou, voilà. Pour moi, c'est plus une conséquence de la crise économique que traverse notre pays depuis 30 ans qu'autre chose. C'est assez logique. On vit dans une société où il y a un chômage de masse depuis 30 ans, où il y a une insécurité au niveau de l'emploi, beaucoup d'emplois précaires, et donc assez logiquement, les gens ont envie d'aller vers... On ne sera pas d'accord, parce que soit effectivement les gens veulent aller vers la facilité, l'emploi à vie, etc., soit au contraire ils veulent s'en sortir par eux-mêmes, et donc plutôt que de chercher un emploi, le créer eux-mêmes. Quand on crée un emploi, on n'a pas, déjà on n'en prend pas à quelqu'un d'autre, donc il y a un double effet là. C'est comme quand vous consommez chez un marchand, le fait que vous consommez chez ce marchand-là fait que vous ne consommez pas chez l'autre. Bien sûr. Donc vous avez un double effet. Et là, en créant votre emploi, non seulement vous créez votre emploi, mais vous ne prenez pas une place à quelqu'un d'autre. Enfin, quand on crée de l'activité et qu'on est entrepreneur, on peut aussi prendre de l'activité à un voisin. Je suis désolé. Enfin, si on crée un commerce La croissance, dans l'habillement, c'est ça. Vous créez une activité. On ne va pas forcément tout le temps augmenter. Enfin, si par exemple il y a une marque automobile qui arrive en France aujourd'hui, le marché de l'automobile ne va pas forcément se développer. Elle va prendre sur les parts existantes et il va plus se venir en développer substitution. que si les entreprises périclitent de fait. Enfin, et puis, bon, Ça n'augmente pas toujours la taille du gâteau. Donc, D'accord. ça, je suis pas d'accord. moi, ma question c'était au niveau de la mentalité du pays et notamment de sa jeunesse. Là, on a vu les printemps arabes, c'est souvent la jeunesse qui a changé les choses. En France, on a l'impression que notre jeunesse, là, quand on voit les indignés par exemple, ou les retraites. Voilà. Ils voulaient déjà la retraite à 20 ans. Enfin, ils manifestaient à 20 ans pour la retraite. Ce sont des signes quand même qui ne trompent pas. Est-ce que ça vous fait pas peur quand même pour l'avenir de ce pays et sur ses forces vives Non, moi, Non. Je vais pas dire que ça me fait pas peur, c'est que c'est une réaction que je trouve pas illogique par rapport à la situation actuelle du pays. C'est tout simplement aujourd'hui, on vit dans un monde qui est dur, qui est difficile, où les conditions de vie ont tendance à se dégrader pour les classes populaires. Je pense que tout le monde n'est pas fait pour devenir entrepreneur. Il y a des gens qui ont envie de l'être, il y a des gens qui n'ont pas envie de l'être. Enfin, il faut aussi laisser cette liberté aux gens. Et quand les gens n'arrivent pas à trouver de l'emploi dans le privé, ben évidemment, il y en a certains qui peuvent rêver d'avoir des emplois avec des garanties à vie et un certain confort intellectuel. Mais est-ce qu'on n'est pas dans le cercle vicieux dont on parlait tout à l'heure? Pas d'emploi, donc fonctionnariat, donc pas d'emploi. Mais c'est pas le fonctionnariat qui fait qu'il n'y a pas d'esprit d'entreprise. De toutes les façons, un entrepreneur qui a envie d'entreprendre, il va entreprendre. Vous pensez? Je pense. Il y a quand même un certain nombre de créations d'entreprises. Oui, mais il y a aussi beaucoup si on regarde par exemple, justement. Ah ben oui, mais ça c'est parce que le climat économique est pourri. Ah non, c'est aussi parce que l'État fait tout pour leur mettre... Enfin, vous connaissez l'URSSAF. C'est marrant, vous avez déjà réalisé que l'URSSAF, ça s'écrit URSSAF. Vous en rigolez? Moi non, hein, parce que j'ai affaire à eux tous les mois, et tous les entrepreneurs de ce pays ont affaire à ces gens-là.
les redressements, etc. Enfin, c'est une... Je ne vais pas dire de mots grossiers, mais enfin, c'est un frein très clair à la création d'entreprises dans ce pays. Si on avait 3% de croissance tous les ans, ça serait aussi différent pour les petits entrepreneurs. Je sais pas. Il y a, je pense, et je suis d'accord sur la problématique des charges sociales, aujourd'hui c'est ridicule de les faire reposer uniquement sur le travail parce qu'on finit par avoir un coût du travail qui est un des plus élevés d'Europe, alors qu'en fait on a un des salaires nets qui finalement on est plutôt dans la moyenne basse. Donc c'est totalement absurde. Ça je suis d'accord. Néanmoins, sur la création d'emplois, je pense que c'est pas que l'État qui vient parasiter, c'est aussi quand même un climat économique qui fait qu'il y a une aversion au risque. Et c'est assez logique. Quand on est dans un climat économique positif, qu'il y a de la croissance, qu'il y a le plein emploi, évidemment on peut se dire je vais entreprendre parce que demain je vais pouvoir retomber sur mes pattes si jamais ça marche pas bien. Et puis il est aussi toujours beaucoup plus facile de réussir économiquement quand le climat économique est positif et qu'il y a de la croissance. Dans un climat tel qu'il est aujourd'hui, sachant qu'en plus, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'oligopoles dans un certain nombre de secteurs qui, du coup, ont tendance à écraser les petits entrepreneurs. Là, on cumule, en fait, le pire de tous les mondes. C'est-à-dire qu'on a un emploi qui est extrêmement cher, on a un système où, en fait, les gros, aujourd'hui, arrivent à écraser les petits, et on a un système où le coût du travail est extrêmement élevé, ce qui, du coup, fait que c'est difficile de se lancer. Donc là, on a un cumul de choses. Après, la France continue à inventer et à investir. Je prends malgré tout le cas d'Internet. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, au niveau européen, le pays qui est vu comme le plus innovant sur Internet, c'est la France. On a eu plein de startups qui se sont développées. On a le venteprivé.com, on a Mythique, on a plein de gens qui ont vraiment... Mais on en aura encore plus. Ah, mais oui, sans l'État... C'est pas sans l'État. Enfin, j'ai pas fini ma phrase, mais sans l'État qui mettrait autant de bâtons dans les roues. Non, vous pensez pas? C'est vrai que là, il y a une clé sur laquelle on peut agir quand on est politique, puisque justement, on se présente à l'élection présidentielle, donc pour diriger l'État. Ce qu'a fait De Gaulle, lui, en son temps, c'est qu'il a quasiment fait une politique de grands travaux. Mais aujourd'hui, vu le poids de l'État, j'aimerais vous faire réagir sur plusieurs choses. Philippe Nemo, qu'on recevra bientôt, vous connaissez cet intellectuel? Non. Vous connaissez pas Philippe Nemo? Je ne connais pas Philippe Nemo. Il faut absolument que vous découvriez, notamment son dernier livre que je vous montre. On va le recevoir ici, donc je suis en train de le lire, mais le titre parle déjà. Hein. La France aveuglée par le socialisme. Ça me parle? Non. Bon, alors je développe. Comment vous expliquer qu'en Europe, la plupart des pays européens qui sont contre le traité constitutionnel le sont pour des raisons libérales, c'est-à-dire qu'ils le trouvent trop antilibéral, et que nous, on est les seuls à avoir voté non parce qu'on le trouve trop libéral. Comment vous expliquez ça? Je pense que culturellement, la France est plus étatiste qu'un certain nombre de pays. On a une tradition, on a Colbert, on a eu le général de Gaulle. Le général de Gaulle, il travaillait avec Rueff. Oui, bien sûr, mais pas, je pense qu'il faut séparer deux plans. Il y a le plan macro et il y a le plan micro. Ce qui se passe en fait aujourd'hui, c'est qu'au niveau macro, pour le coup, on a tout libéralisé et on est dans le laisser-faire complet. On est sur la liberté complète de circulation des mouvements de capitaux, on est sur le libre-échange, enfin un libre-échange mortifère où le continent européen est offert alors que justement les continents américains et asiatiques se protègent. On est sur une liberté aussi de circulation des personnes. D'un point de vue macro, il y a une grande liberté. Je vous coupe un instant, mais il y a quand même l'Union européenne qui est un super État qui impose des régulations partout. C'est ça qu'ils disent aussi les anti-européens. UKIP, par exemple. Il faut juste me laisser finir parce qu'en fait, j'allais y venir. Oui, mais ça, c'est au niveau macro. Là, vous alliez passer au niveau micro. Non, il y a macro et micro. Pour moi, les règles que met l'Europe sont plus des règles micro que macro. C'est-à-dire, je différencie vraiment tous ces mouvements de flux auquel je suis complètement favorable. Pour moi, la libéralisation des marchés agricoles, c'est une imbécilité totale. Ça, on va en développer après, parce que sinon, on va imbriquer deux discussions. Sans imbriquer, vous êtes d'accord que c'est un niveau macro, ultra-interventionniste? C'est plus compliqué, sachant que la PAC a été démantelée depuis 20 ans. On est beaucoup moins interventionniste qu'on l'était dans le passé. Peut-être qu'on l'était trop? Bon. Je pense qu'on l'était pas trop mal il y a 20 ans, et que maintenant, du coup, on n'est plus assez. Parce que c'est une imbécilité. Bon, on développera si vous voulez un peu plus loin sur l'agriculture. Donc au macro, libéralisation. Donc macro, on a fait beaucoup de libéralisation. Or, comme on a des niveaux de salaire, des niveaux de protection sociale qui sont beaucoup plus élevés que dans le reste du monde,
forcément ça crée une tension sur le système européen, avec un chômage de masse, avec une paupérisation des classes populaires qui ne peuvent naturellement pas être compétitives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'échelle de la planète, les classes populaires françaises et même les classes moyennes ne peuvent pas être compétitives dans la guerre économique qui se mène entre les différentes nations. Parce que les écarts de salaire aujourd'hui sont beaucoup trop importants. Si on ne met pas des écluses à ces niveaux-là, naturellement, il y a un alignement vers le bas du fait de la concurrence de la Chine, de l'Inde, et cette concurrence est beaucoup plus prégnante que depuis 10 ans. Donc d'un point de vue macro, moi, je pense qu'il faut re-réglementer et justement mettre des écluses qui permettront en fait aux pays développés de continuer à avoir une croissance des revenus et à ne pas subir justement cette concurrence des autres pays et du coup à permettre aux autres pays de ne pas uniquement se construire sur des avantages de salaire qui ne dureront pas 107 ans. Parce que le jour où l'Afrique va commencer, enfin où les industriels vont commencer à produire en Afrique moins cher qu'en Chine, qu'est-ce qui se passe? Tout ce qui a été délocalisé en Chine va partir en Afrique, et après, c'est une croissance illusoire. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que pour faire passer un peu la pilule, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de mécanismes de protection qui ont été mis en place, d'allocation chômage et un certain nombre de choses qui permettent d'éviter tout simplement la misère. Et je pense, dans leur grande majorité, qui évitent la misère. Évidemment, il y a des abus. Oui. Malheureusement, l'homme est l'homme, et je pense que la grande majorité des gens, ça leur permet aussi d'éviter de sombrer dans des situations extrêmement difficiles. Et voilà, et c'est que du coup, ça a été la libéralisation à outrance a abouti justement à des systèmes qui sont un peu des pansements de protection sociale pour permettre aux gens justement un peu de joindre les deux bouts dans ce système difficile. Alors, mais on ne pourra pas, et pour moi la priorité c'est d'abord permettre aux gens de travailler. Si vous me permettez, vous n'avez pas complètement répondu à ma question, c'est-à-dire que par exemple, Nicolas Dupont-Aignan a été reçu par UKIP, je suis allé l'interviewer là-bas, je ne sais pas si vous avez vu mon reportage. Oui, j'ai vu. C'était très intéressant parce qu'il y avait donc Nigel Farage, de UKIP, il y avait le parti des vrais Finlandais, il y avait le PVV, ce sont les Hollandais, et Nicolas Dupont-Aignan. Il était entouré, bon les vrais Finlandais je connais moins, ça je sais pas trop, par contre le PVV est un parti ultra-libéral puisque Geert Wilders était l'ancien assistant parlementaire d'un certain Frits Bolkestein, dont on se souvient bien avec le plombier polonais, bon. Et l'autre, Nigel Farage, est aussi, c'est un ancien banquier, il travaille dans la City, et ils sont tous, ces gens-là, j'ai même interviewé un jeune qui me citait Hayek, von Mises et tout ça, en disant il y a trop d'États partout en Europe, etc. Bon. Si Nicolas Dupont-Aignan veut travailler avec ces gens-là, certes chacun a sa politique dans le pays, mais ce sont quand même des libéraux qui ont voté non, ou qui sont contre, qui sont eurosceptiques, on va dire, pour des raisons libérales. Comment vous l'expliquez ça? En France, on est les seuls apparemment à vouloir nous rester dans ce socialisme dont parle Nemo. On ne veut pas rester dans du socialisme. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Juste sur le point sur Nicolas Dupont-Aignan et sur nos liens avec Nigel Farage et tout ça. Le point sur lequel on est d'accord, c'est de dire en fait la souveraineté nationale doit être respectée. Il faut arrêter la supranationalité. Et l'avantage, et ça c'est le point qui nous réunit, après évidemment il y a des points qui nous séparent, mais comme nous sommes d'accord sur le fait que chacun chez soi doit pouvoir mener sa politique, à la limite, ce n'est pas gênant qu'on ne soit pas d'accord sur les politiques à mener chez nous. Parce que de toutes les façons, on est d'accord pour dire que Nigel Farage peut faire la politique qu'il veut faire en Grande-Bretagne, il l'a fait, mais par contre, nous, on veut mener la politique que l'on veut mener. Alors comment vous expliquez que les eurosceptiques français, puisque Marine Le Pen, sans vouloir vous amalgamer avec elle, pas du tout, mais elle va de plus en plus vers le socialisme, alors que son père venait du libéralisme et se disait réganien dans les années 80. Comment vous expliquez ce mouvement en France où tout le monde va de plus en plus vers le socialisme, y compris Sarkozy? Alors dans les autres pays, je vous citais ces exemples parce que ce sont des exemples d'eurosceptiques. Le PVV, ils sont contre l'Union Européenne, UKIP, ils sont contre l'Union Européenne, ils sont libéraux, très clairement. Il peut y avoir une lecture libérale contre l'Europe, parce qu'il y a un côté bureaucratique, mais après ce sont des cultures nationales qui sont différentes. On a inventé le terme de laisser-faire, c'est les Français qui l'ont inventé. Les Américains aujourd'hui disent laisser-faire. Oui, je sais. C'est notre culture aussi.
Pourquoi ça serait pas Non, notre c'est pas culture? tellement notre culture. Pourquoi pas? C'est pas tellement notre culture parce que c'est Colbert, parce qu'on a Napoléon, parce qu'on a le général de Gaulle. Cette France s'est construite justement avec un État fort qui a dirigé le développement et qui a fait en sorte que le progrès était partagé par tous. Je pense qu'on n'a pas la même histoire que ces pays-là, on n'a pas la même tradition, on n'a pas la même culture. Et voilà. Alors, c'est pas ce que dit Nemo, hein, donc je vous renvoie à son livre parce que je suis évidemment pas aussi qualifié que lui. Vous le lirez et on en reparlera peut-être. J'essaierai de le lire, je ne vais pas le promettre parce que je ne suis pas sûr d'avoir le temps, mais j'essaierai peut-être de le lire. Je pense les médias, j'espère qu'on en parlera dans les médias parce que le problème c'est que lui ne passe quasiment jamais dans les médias. C'est un signe aussi, les libéraux ne passent jamais dans les médias. Oh, c'est un peu... À tel point qu'on fait croire aujourd'hui que quelqu'un comme Jacques Attali, qui est pour un gouvernement mondial, est libéral. C'est antagoniste, vous voyez. On est tellement antilibéral que tout ce qui apparaît comme un tout petit peu libéral est forcément ultra-libéral. Il y a quand même des journalistes économiques qui sont libéraux, enfin, je pense à un Jean-Marc Sylvestre ou l'intervieweur économique de BFM qui était sur le plateau de France 2 après la prestation de Nicolas Sarkozy. Il y a quand même un discours libéral, il ne faut pas non plus caricaturer. Il y a un discours. Mais je pense que c'est normal aujourd'hui que le discours libéral passe pas en France. Déjà, culturellement, il faut voir deux choses quand même. Culturellement, je pense que ça ne correspond pas à la France. La France est un pays moins libéral économiquement, en tout cas. Je ne parle pas des questions de société, mais en tout cas sur les questions économiques, nous sommes moins libéraux que les autres pays. On a un centre de gravité politique qui est différent. C'est notre culture. Moi, en plus, je m'y retrouve, donc ça me va bien. Ben oui, alors. Donc, comment vous y retrouvez, je comprends pas. Je ne suis pas non plus collectiviste. Bah ouais. Moi, je suis pour un capitalisme, mais un capitalisme qui est humain. Je ne suis pas anticapitaliste. Simplement, je pense que le rôle de l'État est capital, parce que si on laisse faire et si on laisse passer, c'est l'anarchie. Ce sont les inégalités, ce sont des bulles absolument ridicules, c'est-à-dire que c'est quand même le laisser-faire et le laisser-passer qui a provoqué la crise de 2008. C'est là on n'est pas d'accord, mais ça nous mènerait loin. Ça nous mènerait loin, mais pour moi, fondamentalement, la crise de 2008, ce n'est absolument pas... Enfin, c'est justement le produit d'une anarchie économique, tant monétaire que financière que commerciale, qui a produit la grande crise de 2008. Mais comme en 1929, il suffit de relire Galbraith, par exemple, et voir que les mécanismes à l'œuvre en 1929 sont exactement les mêmes que les mécanismes qui étaient à l'œuvre en 2008. Je ne suis pas sûr qu'il y avait les subprimes... Il y avait l'équivalent à l'époque. Si, il y avait les trust funds, il y avait des innovations financières, il y avait des subprimes en Floride. Il y avait exactement la même chose en Floride, justement. Il y avait une bulle immobilière colossale. C'est tout simplement quand on finit par tout laisser faire, il y a un moment, dans un système de compétition, et notamment au niveau financier, les banques, pour avoir des résultats meilleurs que les autres, finissent par prêter davantage, utiliser l'effet de levier. On avait la même utilisation de l'effet de levier dans les années 20 que ce qu'on a eu dans les années 2000. Et c'est justement parce que l'État s'est retiré de la sphère financière. Alors il y avait peut-être plein de micro-régulations, mais qui ne réglementaient rien, mais au final, on laissait faire tout ce qu'il voulait au secteur financier. Et c'est justement comme ça qu'une bulle s'est créée, parce qu'il y a un moment, quand le voisin finit par prendre un effet de levier un peu plus important, du coup il devient un peu plus profitable, donc ça pousse l'autre banque à elle aussi utiliser davantage d'effets de levier. Les innovations financières, et on a notamment le cas de la titrisation, c'est-à-dire qu'on parle évidemment des subprimes, mais une des inventions clés quand même de cette crise, c'était la titrisation. La titrisation, c'est ce qui permet à une banque de prêter n'importe comment à n'importe qui et d'aller mettre le risque chez quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'avant, on était dans un système qui était quand même beaucoup plus sain. Quand une banque prêtait à quelqu'un, gardait son prêt tout le long, et donc du coup, elle devait assumer les conséquences de ses actes. Et donc du coup, il y avait une attention plus grande portée au crédit de la personne à qui il était prêté. Et avec le système notamment de titrisation, les créances étaient vendues sur les marchés, et donc la banque pouvait empocher les intérêts juteux du prêt fait à quelqu'un qui n'avait absolument pas les moyens de souscrire à ce prêt, tout en s'assurant contre le risque, soit en titrisant, soit en prenant un CDS. Donc ce sont les innovations financières, et on a un mécanisme d'innovation financière dans les années 20 qui est totalement comparable aux innovations financières des années 90 et 2000 qui ont mené au crash. Donc c'est vraiment beaucoup plus ça qu'autre chose. Et l'accession au logement des ménages modestes aux États-Unis, il faut voir aussi que ça a été provoqué par une chose, c'est qu'on a eu une montée absolument considérable des inégalités
salariale aux États-Unis depuis 30 ans, et qu'à partir de ce moment-là, ça a poussé le prix. C'était dû à une forte immigration, notamment. C'est... Non, parce que c'est le haut de la pyramide qui a monté, principalement. Oui, mais enfin, si le bas de la pyramide descend d'autant plus, parce que vous faites rentrer des gens, notamment des latinos, qui ont un niveau de rémunération qui est très très bas. Ça a joué, mais ce qui joue le plus, c'est d'abord, c'est l'ouverture au commerce aussi, parce que s'il y avait un certain nombre de barrières douanières avec la Chine ou le Mexique, par exemple, ça permettrait de protéger le niveau des bas salaires aux États-Unis. Donc ça, ils ne l'ont pas fait suffisamment, et donc forcément, ça met une pression à la baisse sur les bas salaires aux États-Unis. Deux, il y a surtout eu l'explosion des salaires. Il faut juste se remettre un peu dans la perspective d'il y a 30 ans. Il y a 30 ans, un grand patron, ça gagnait 30, 40 fois le salaire minimum. Aujourd'hui, un grand patron, ça peut gagner 400, 1000 fois le salaire minimum. Et ça, c'est... Moi, ça me choque. Moi, ça me choque. C'est immoral, selon vous ? Oui, il y a une dimension morale. Pourquoi ? Il y a une dimension morale. Je pense qu'à un moment, qu'un homme vale 1 et l'autre 1000, je pense que c'est indécent. Pourquoi ? Parce que s'il a fait gagner des millions à toute la société, ou des milliards, enfin... je suis d'accord que l'histoire des parachutes dorés, par exemple, ça c'est scandaleux. Bon. Mais c'est anti-libéral. Bon. Alors que si vous avez un profit qui est proportionnel au mérite de la personne et à ses responsabilités, je veux dire que la personne qui dirigeait L'Oréal, Lindsay Owen Jones, et gagnait des millions, alors qu'il a augmenté la capitalisation boursière de sa société, il a enrichi tout un tas d'actionnaires, plus des salariés, etc. Moi, ça ne me choque pas. Pourquoi ça serait choquant ? Mais... Si c'est méritocratique. Oui, mais sauf que la réussite des uns, elle ne peut exister que parce qu'il y a tous les autres. Et c'est ça, moi, je trouve, qui n'est pas normal. C'est que, bien évidemment, il y a une logique économique, et cette logique économique est réelle. C'est-à-dire que la rémunération des grands patrons, aujourd'hui, elle dérive d'une vraie action. C'est-à-dire qu'un grand patron, en effet, il peut créer de la valeur, et son salaire par rapport à la valeur qu'il crée ne représente qu'une fraction. Ça, je suis d'accord. Néanmoins, il ne faut pas oublier, il y a une phrase de Tocqueville que malheureusement j'ai oubliée. Vous pouvez donner l'esprit. Il y a une phrase de Tocqueville qui justement dit que la réussite de quelques-uns et l'extrême richesse de quelques-uns repose sur le fait qu'il y a tous les autres. Et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas tous les autres, cette personne-là ne pourrait pas gagner les sommes qu'elle gagne. Et donc, à partir de ce moment-là, je pense qu'il faut au moins qu'il y ait des mécanismes compensateurs. C'est pour ça que moi, je suis pour une fiscalité plus progressive. Après tout, si on repart dans les États-Unis des années 70, il y avait des taux d'imposition marginale d'impôt sur le revenu qui étaient supérieurs à 70%. C'était pas le communisme quand même à l'époque. Et Roosevelt était monté dans les années 70. Les États-Unis n'étaient pas vraiment considérés comme un pays communiste. Roosevelt a fait monter le taux d'imposition à 70% dans les années 30 et même à 90% pour les revenus supérieurs à $1 million pendant les années de guerre. Et je crois qu'il y a un moment, cet argent que gagnent les gens qui gagnent le plus ne peut exister que parce qu'il y a la collectivité. C'est-à-dire qu'ils ne le gagnent pas que par leur action, ils le gagnent parce qu'il y a toute la collectivité derrière. Et c'est pour ça qu'il n'est, à mon sens, pas du tout juste que la collectivité n'en profite pas et que ce soit uniquement privatisé. Ben non, elle peut ne pas en profiter. Parce que cette création de valeur peut se faire sur leur dos. Prenons le cas par exemple d'un Carlos Ghosn. Carlos Ghosn, c'est un bon exemple. Raymond Lévy, le patron de Renault, était payé 150 000 € par an en 1990. Il gagnait 1 million de francs par an. 150 000 €. Enfin, Carlos Ghosn gagne 9 millions. Donc il a fait x60. Alors ok, l'actionnaire a sans doute profité. Simplement, quand on regarde pour la collectivité, notamment la collectivité française, elle n'en a clairement pas profité. Aujourd'hui, il n'y a plus que 25% de la production de Renault qui se fait sur le territoire national. Et quelle est la part de l'État dans Renault ? 15%. 15%. Donc l'État aurait pu taper du poing sur la table. Oui, mais ça c'est Nicolas Sarkozy. On parle beaucoup et on ne fait pas grand-chose. Mais du coup, je trouve totalement anormal que ces salaires augmentent, enfin, qu'il y ait vraiment cette inégalité. Enfin, nous sommes quand même tous des hommes. Justement, il n'y a pas que l'argent non plus. Et le discours que j'entends souvent, que ce soit à l'extrême gauche ou maintenant au Front National, chez les souverainistes et même à droite, donc à peu près partout, c'est regardons les inégalités et luttons contre elles parce que c'est important que tout le monde gagne à peu près la même chose ou sinon le minimum. Mais on ne dit pas tous la même chose. Là, c'est une caricature. Je veux dire, les riches, beaucoup de riches sont tristes, sont dépressifs. Pourquoi on n'en parle jamais ? Et beaucoup de pauvres sont heureux.
Le but, c'est pas d'être riche nécessairement. Et on peut être riche d'une autre manière que financièrement. Et là, j'en reviens à ma question de tout à l'heure, qui est fondamentale. Peut-être on terminera là-dessus, mais j'aimerais que vous puissiez développer votre pensée là-dessus, parce que vous avez 37 ans, bon, moi j'en ai 33, on est à peu près de la même génération. Quelle est votre vision de l'avenir de la France, de ce pays auquel on doit beaucoup, mais à qui il faut qu'on apporte, hein, comme disait Kennedy. Bon. Donc, pour vous, est-ce que vous avez une vision claire de ce que pourrait être la France dans 30 ans si on mettait en place les réformes que vous appelez de vos voeux, et vers où est-ce que vous voudriez qu'on aille? Voilà, quelle est cette vision? Et question complémentaire, j'aimerais que vous nous parliez aussi de ce dont on n'entend jamais parler chez les hommes politiques, et pourtant qui sont un peu plus concrets, notamment pour les gaullistes, c'est-à-dire des gens qui ont un fort sens de l'État, les services de renseignement. Quel est le rôle que vous leur voyez? Parce que personne n'en parle jamais, mais c'est crucial pour un État et dans cette compétition on est passé d'une guerre froide à une guerre économique. Quand même. Tous les gens des services secrets aujourd'hui viennent ou sont passés dans les grandes entreprises. Je parle des États-Unis en tout cas. Bon. Donc voilà, une vision, elle est stratégique, donc elle passe nécessairement par des enjeux de puissance. Et j'aimerais que vous nous en disiez un mot, et puis vous élargissiez après sur... Alors c'est une question qui est vaste, mais c'est clair. Forcément vous avez une vision. Moi, la vision que j'ai de mon pays, moi, je pense que c'est... Moi, ce que je voudrais pour la France dans 10 ans, c'est que il n'y ait quasiment plus de chômage, enfin, que les gens puissent trouver du travail, du coup puissent vivre un peu plus sereinement, justement, puissent entreprendre s'ils veulent entreprendre, puissent faire d'autres carrières s'ils veulent faire d'autres carrières, mais simplement aussi qu'ils aient le choix de faire leur parcours, qu'ils puissent se former et qu'il n'y ait pas ce souci permanent du quotidien, cette peur de la crise, du retour en arrière. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, tout le monde pensait, enfin il y a plutôt 30 ou 40 ans, tout le monde pensait que ses enfants auraient de meilleures conditions de vie. Et moi je veux un pays qui soit optimiste, où les gens se disent que l'avenir de ces enfants seront meilleurs en fait que leur situation. Et je veux qu'on retrouve de l'optimisme et une forme un peu de sérénité qui permettent en fait à tout le monde de trouver sa voie comme il le veut, que ce soit entreprendre, être fonctionnaire ou être salarié comme ils le veulent. Une société où justement il y ait cette liberté en fait de construire son parcours, que les conditions économiques déplorables que l'on a depuis 30 ans en fait ne permettent pas. Et je pense que ça c'est un verrou qui est colossal. Pour moi, la France a un rôle international, évidemment. Je pense que le rôle de la France ne va pas se réduire à l'avenir, au contraire. D'abord, on va devenir la première puissance européenne grâce à notre démographie. Et ça, le rôle de la France, en fait, va plutôt avoir tendance, à mon avis, à s'accroître dans les prochaines décennies plutôt qu'autre chose. Et je pense qu'en plus, notre culture bien particulière fait que nous pourrons être un pont entre l'Ouest et l'Est, un pont entre le Nord et le Sud. Et je crois que notre rôle pourra être majeur dans les prochaines années pour reconfigurer justement les différents équilibres, qu'ils soient économiques ou géopolitiques. Moi, je veux une société où les gens puissent aient le sens à la fois des devoirs, de leurs devoirs et des droits, et qu'il n'y ait pas juste l'un ou l'autre, parce que je pense qu'il y a une certaine crispation. Il est totalement normal d'avoir des droits sur une société, mais il y a une forme de crispation aujourd'hui qui vient de ce climat économique qui est extrêmement négatif, et qu'on ait bien conscience des deux. C'est un équilibre, parce que la citoyenneté, ça amène des droits, mais ça amène aussi des responsabilités, des devoirs. Et c'est pour ça, par exemple, qu'on est pour le vote obligatoire, ou un certain nombre de choses qui symbolisent quand même le contrat républicain qu'il y a entre tous les citoyens d'un même pays. Je crois que c'est la Belgique qui fait le vote obligatoire. Voilà. Et ça, je pense que c'est une bonne chose. C'est un État-nation, ça donne beaucoup, mais aussi c'est normal que ça demande pour un certain nombre de choses. Et je pense qu'il y a un équilibre qu'il faut retrouver aujourd'hui, et que la dureté du climat économique a un peu bouleversé, plus un certain nombre d'idées de laisser-faire notamment, qui ont un peu déconstruit, je pense, l'esprit républicain dans notre pays. Et les services alors ?
Les services de renseignement. Alors les services de renseignement, pour être totalement honnête, Ouais. c'est pas une question que je connais très bien. D'accord. Mais personne ne la connaît en fait. Tous Ouais, ceux je à sais, qui j'en non, parle je sais. me disent mais Je connais pas très bien. ça c'est quand même je veux dire, un Ouais. manque de réflexion sur la puissance. Mmh. Mais sans parler des services nécessairement, au niveau des enjeux de puissance, c'est-à-dire comment vous voyez la France concurrencée par des pays comme la Chine ou l'Inde, le Brésil que vous citiez, enfin les BRIC, et tous ceux qui arrivent derrière, si on commence à parler de l'Afrique, les États-Unis qui vont certainement rebondir, comment est-ce qu'on peut faire notre place dans ce monde-là à l'avenir? Alors, C'est quoi votre vision? Alors déjà, il faut relativiser ce discours décliniste français qui est typique de notre pays quand même. Là, j'ai pas. Non, mais- mais comment faire par rapport aux enjeux de l'avenir quand même? Comment le faire Redevenir peut-être leader, qui sait? Ben, Mais quelle est la stratégie, voilà? C'est beaucoup de choses. Ça va passer par l'éducation, Ouais. ça va passer par le rayonnement intellectuel. C'est important justement d'avoir des jeunes étrangers qui viennent étudier en France. La France est un des pays qui attire le plus de jeunes étrangers pour aller faire leurs études. Ça c'est bien parce que ça crée des liens, ça nous permet aussi de passer un certain nombre d'idées, de développer le rôle du français. Le rôle du français est important là-dessus. Il faut se battre pour que le français reste une langue vivante et présente dans le monde entier. Et nous avons de gros atouts là-dessus. Il faut savoir que la plupart des élites dans le monde, enfin pas la plupart, une partie des élites dans le monde envoient leurs enfants dans des lycées français par exemple. Ouais. Ça c'est un vrai outil de puissance et d'influence de la France. Se dire il faut développer ce réseau d'éducation parce que c'est un moyen de rayonner dans le monde entier qui est colossal. Aujourd'hui quand on prend les stars ou même les enfants de dirigeants politiques, il y a un nombre incalculable de ces gamins qui étudient dans des lycées ou des collèges français. Ça, c'est un véritable outil de puissance. Après, il y a évidemment le rayonnement économique. Donc ça, c'est investir dans l'avenir. C'est une politique industrielle à long terme, comme ça avait été mené dans les années 60 et au début des années 70. Mais où alors? Sur Internet, dans les développements durables? Évidemment, enfin, c'est Internet, c'est le développement durable, c'est la santé, ce sont les transports, parce que l'homme va toujours avoir besoin de transport. Donc moi, je trouve dommage qu'on ne cherche pas, par exemple, à inventer le successeur du Concorde ou un certain nombre de choses. Et dans le nucléaire? Au niveau énergétique, tiens, ça c'est vachement important. Très important. Niveau énergétique, nucléaire ou après, je pense que l'énergie, il faut l'appréhender avec 4 critères fondamentaux. Fin d'interview, un peu fatigué. 4 critères fondamentaux. Il y a l'indépendance, bien sûr, parce qu'il n'est pas bon donc d'être nucléaire, indépendant. 80% de l'énergie française. Sauf que on importe l'uranium. Donc c'est pas totalement indépendant le nucléaire. Il faut voir ça. Le coût, bien sûr, parce qu'avoir une énergie qui est relativement peu chère, c'est quand même c'est bien pour la population, c'est bien pour la compétitivité, pour les entreprises, c'est un point positif. Il y a le caractère durable, qui est évidemment un caractère important, puisque consommer des choses qui ne sont pas renouvelables pour produire notre énergie, ça nous met à risque pour l'avenir. Et évidemment la sécurité. Alors donc, compte tenu de tous ces critères, quelle est l'énergie sur laquelle il faut miser, selon vous? Alors c'est compliqué aujourd'hui. C'est compliqué parce qu'aujourd'hui, les hydrocarbures aujourd'hui nous rendent dépendants. En termes de coût, il y a une vraie question. Qu'est-ce qui se passe si le prix du gaz triple à l'avenir? Donc les hydrocarbures, mais qui font 80% de la production d'énergie au niveau mondial, ne sont pas totalement idéales. Le nucléaire, alors c'est vrai que... Leader mondial, la France. Nous sommes leader mondial. Néanmoins, il y a quand même de vrais problèmes de dépendance tant qu'on n'est pas passé sur la nouvelle génération de réacteurs qui, théoriquement, pourraient consommer les restes en fait des déchets nucléaires. Donc là, du coup, nous serions indépendants. Génération 4. Donc ça, si on passe sur la génération 4, qui en plus, a priori, est beaucoup plus sûr, puisqu'en fait, on est sur des processus de production d'énergie qui, sont beaucoup moins risqués. Si on arrive sur la génération 4, là, pour le coup, le nucléaire devient une énergie où on est relativement indépendant. Après, se posera la question du coût. Et ça, je pense qu'on ne la connaît pas encore. Malheureusement, c'est la question de coût. Il y aura un caractère durable, puisque d'après ce que les scientifiques disent aujourd'hui, la production de déchets qui a été faite depuis plusieurs décennies devrait suffire à une production pour extrêmement longtemps.
Donc ça pourrait être une voie. Mmh. Ça peut être une voie. Les autres voies à développer, c'est, je sais pas, c'est peut-être la géothermie, c'est peut-être en fait la production d'énergie. On parle beaucoup des algues. Mais ça aujourd'hui, on est encore en phase de développement. Moi, je pense qu'en termes de politique énergétique aujourd'hui, il est urgent, paradoxalement, de ne pas décider, mais en revanche de se mettre dans une position de pouvoir décider à l'avenir. C'est-à-dire se dire recherche également, évidemment. Et raisonner avec ces 4 critères-là et se dire on investit pour vraiment avoir d'autres voies. Parce que la voie actuelle du nucléaire n'est quand même pas sans poser des problèmes. Il y a des problèmes de sûreté, il y a des problèmes d'indépendance, Fukushima. Problèmes de coût, il y a les problèmes de renouvellement, puisque l'uranium aussi est en quantité limitée sur la Terre. Donc c'est quand même pas une voie qui est parfaite et il faut que la France se donne le choix pour les décennies prochaines. Néanmoins, je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas les éléments pour dire, voilà, dans 20 ans, on pourra passer à 20% de nucléaire sur 80% d'énergie. C'est le choix que l'Allemagne a fait. C'est leur choix, Ils sont suicidaires. Oui, non, c'est complètement différent parce que l'Allemagne, en fait, aujourd'hui, ne produisait que 20 ou 25% de son électricité par le nucléaire. Donc, ils ne sont pas du tout dans la même position que nous. Ils ont fait ce choix-là. C'est leur choix. Moi, je le respecte. Du coup, ils nous achètent de l'électricité aujourd'hui. Exactement. Et de plus en plus. Mais ils font ce qu'ils veulent. Moi, je suis pour le respect des souverainetés nationales, y compris en matière de politique énergétique. En revanche, je pense que sur la France, il faut qu'on investisse de manière à se donner le choix pour plus tard. Parce qu'on ne sait pas, il n'est pas du tout évident que le nucléaire, en tout cas tel qu'il est actuel, soit bien. Parce que si on regarde les 4 critères, mine de rien, sur 3 critères, le nucléaire n'est pas bien placé. Néanmoins, aujourd'hui, on n'a pas encore des alternatives très claires. Parce que tout ce qui est le solaire, tout ce qui est l'éolien, aujourd'hui, ça pose beaucoup de problèmes. Parce que quand on a un réseau énergétique, il faut pouvoir produire du courant de base de manière continue. Il y aurait le solaire thermique, mais apparemment, il n'est pas encore assez... Et voilà, le problème de ces énergies-là, c'est que ça produit de l'énergie, mais de manière discontinue. Et donc, du coup, il nous faut une production importante d'énergie continue. On ne sait pas encore vraiment stocker l'énergie. Donc, du coup, il nous faut un fonds de catalogue. Et ce fonds de catalogue, aujourd'hui, la seule alternative au nucléaire, ce sont les hydrocarbures. Or, les hydrocarbures ne sont pas sans poser d'énormes problèmes en matière de coûts, d'énergie non renouvelable. Et également de dépendance vis-à-vis de l'étranger, puisqu'aujourd'hui nous n'en produisons pas. À partir de tous ces éléments, aujourd'hui, en fait, il n'y a rien qui est vraiment optimal. Donc, l'essentiel, c'est de continuer à investir. Je pense qu'il est essentiel de continuer à essayer de développer cette génération 4 de réacteurs nucléaires, parce que si elle fonctionne telle qu'elle est censée fonctionner, ça peut être une vraie solution. Néanmoins, il faut aussi investir sur d'autres choses, de manière à se donner le choix. Et peut-être tous les 5 ans, parce que les cycles énergétiques sont longs, réévaluer la situation, mais en se donnant, en ayant plusieurs cordes à notre arc. Alors pour conclure, je vais vous poser la même question, mais d'une manière différente, parce que je ne lâche pas sur cette question qui me paraît fondamentale, c'est quelle stratégie pour notre pays. Voilà, en fait, vous avez dit tout à l'heure, peut-être couper là. Moi aussi je fatigue. Non, je couperai pas cette partie-là. Attends, qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui. Non, attends. Ouais. Voilà. Donc pour conclure, j'aimerais revenir à cette question de la stratégie peut-être d'une autre manière. C'est que vous savez, j'ai cité Kennedy tout à l'heure, qui disait dans 10 ans nous serons sur la Lune. Bon. Vous, si vous aviez une chose à dire pour donner une vision, vous savez, on est dans les symboles, donc quelle serait-elle et est-ce que ça serait un domaine économique, un domaine en particulier est-ce que ça serait plus matériel ou plus philosophique où est-ce que vous voudriez nous emmener en tant que leader, parce que quand on fait de la politique, on veut mener un peuple quelque part. Donc, et ça, je ne retrouve pas dans les différents leaders qui se présentent à nous, ou pas assez en tout cas, donc j'essaye d'apporter ma pierre en leur posant cette question, et je pense que je vais la poser un peu toute ma vie. Quelle est votre vision ? Comment vous la résumeriez, non pas en une phrase, mais enfin, ça peut être un mot d'ailleurs, qui incarne, ou deux, qui incarne toute votre stratégie. Kennedy, c'était on ira sur la Lune dans 10 ans. Bon, ça voulait dire investissement dans plein de nouvelles technologies, concurrencer les Russes, enfin bref. Sans l'avoir préparé, c'est un peu dur. Ça devrait être au cœur de votre réflexion en même temps. Après, c'est juste pour le dire en 2-3 mots assez courts.
Je crois qu'en fait, c'est le retour à la nation. Pour vous, ça fait la stratégie, ça? Oui, oui, parce que c'est ça qui nous permettra de choisir. C'est ça qui permettra en fait au peuple français de reprendre son destin en main et de mener la politique qu'il veut mener. Alors moi j'ai ma proposition, mais je pense que c'est ça qui est fondamental. Et je pense qu'un peuple se sentira beaucoup mieux, et je pense que les Français se sentiront beaucoup mieux s'ils ont à nouveau le sentiment d'avoir les mains. Voilà, exactement. Et je pense que ce qui se passe depuis 30 ans, à la fois via la globalisation et via l'Union européenne, c'est justement une déconstruction de la capacité des citoyens à agir sur leur destin. Et je crois que ça, c'est l'élément fondamental de demain, c'est repermettre aux citoyens de reprendre leur destin en main. Bon. Et ça, vous pensez que ça donne envie de retourner à la nation? C'est quelque chose qui va motiver les gens? Le discours souverainiste, en fait, depuis 15 ans ou 20 ans. C'est quelque chose qu'il faut bien expliquer. Et il faut l'expliquer de deux manières. Un, je pense déjà essayer de replacer... Il y a une forme de rejet de la nation. Jacques Sapir parlait d'internationalisme des imbéciles, en discutant avec un journaliste du Monde, et je pense qu'il a bien raison. C'est-à-dire qu'il y a en France un certain courant de pensée qui est fondamentalement hostile à la nation, mais de manière viscérale, quasiment religieuse. Et en fait, je crois que c'est vraiment l'internationalisme des imbéciles, ça. Et il y a ce courant qui veut donner une mauvaise image, qui confond justement la nation et le nationalisme, et qui ne voit pas que la nation, d'abord, c'est notre culture à tous, c'est notre lien commun, que la nation, c'est aussi la solidarité. Aujourd'hui, c'est quand même dans le cadre national que les biens portants permettent aux malades d'être soignés, que les actifs financent les retraités. Et c'est formidable, la nation. Et je pense qu'en parlant un peu différemment et en essayant de réexpliquer ce que c'est, que la nation, justement, c'est aussi ce qui permet aux hommes et aux citoyens de choisir leur destin, qu'on pourra arriver à faire beaucoup de choses. Et après, il y a le projet politique qu'on veut mener, mais c'est vrai que c'est assez paradoxal, en fait, de parler du moyen avant le... Mais c'est aussi une fin en soi de se dire on va redonner aux gens le moyen d'agir sur leur destin. Et après, on veut leur faire partager notre vision d'une économie qui est au service de l'homme et qui n'est pas devenue cette espèce de monstre où l'homme est au service de l'économie, et une société de droits et de devoirs où chacun peut trouver sa place, mais dans un équilibre, et où les citoyens ne sont pas des consommateurs, mais de véritables citoyens. Enfin, où les hommes ne sont pas des consommateurs, et ils sont de vrais citoyens. Très bien, ce sera la conclusion de cette longue mais passionnante interview, je crois. Merci beaucoup, Laurent Passol, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci à vous d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. N'oubliez pas que la liberté d'expression ne vaut que si elle est partagée par tous. Soutenez Enquête et Débat qui a besoin de vos souscriptions. Et à très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.